Salut tout le monde, merci d'écouter cet épisode de Sans présentation. Je voulais juste commencer avec une petite annonce très rapide. Je vais animer tous les dimanches au Terminal Comedy Club, l'open mic du Terminal. C'est une nouvelle soirée qui va commencer à partir du 3 avril et c'est une soirée gratuite. Fait que si vous êtes comme « Ah, le dimanche, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai envie d'écouter, tout le monde en parle », on s'en crisse de Guillaume Lepage. Va voir de l'humour gratuitement dans un des plus beaux comédie clubs de Montréal, avec en plus moi à l'animation et Cyril Lalinec et Pascal Marino à la chronique, deux humoristes que j'adore beaucoup. Alors voilà, c'est ma petite annonce. J'espère vous y voir et je vous laisse maintenant avec mon invité de cette semaine, une personne que j'aime beaucoup. Et vu que je vais utiliser ce message-là plusieurs fois, ça va s'appliquer à plusieurs personnes. De bars, d'essayer, de voilà. Puis des bars, il n'y en avait pas. Nous autres, des soirées c'est d'humour comme oui, vous autres, là, ça n'existait pas. Là. C'est vrai, vous, il y avait... À Montréal, en ce moment, je pense qu'il y en a 10. Puis 10, c'est vraiment très... Nous autres, il n'y en avait pas à Montréal. C'est ça. Il y avait une fois de temps en temps le Dog OK. sur Saint-Denis, en haut, à côté du Barouf. Ça existe encore? Le Dog? Ouais, c'était un bar. Ah ouais? Ouais. Par PA qu'on peut checker s'il existe encore? Le Dog? Genre Dog comme un chien? Ouais. OK. Ouais. Parce que j'en ai jamais entendu parler, puis pourtant, sur Saint-Denis... Mais ouais, même 10... Ça fait longtemps, là. C'était ça, là. C'était en 93, là, 94. Aujourd'hui, c'est genre 10 soirées d'humour, tu sais. C'est même, des fois, c'est une soirée, là. C'est le mardi, tu peux avoir 10 soirées d'humour à Montréal, là. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, il y avait 3 soirées d'humour. Il y avait... la plus populaire, c'était le Dagobert à Québec. C'était les lundis juste pour rire. Qui animait, c'est ça? Mario Grenier. OK. Animateur de radio là-bas, super connu, là, qui a fait de la radio des années de temps. Puis c'est lui qui a parti le Grand Rire. OK. Ouais, dans ça là, quand ça a commencé, c'était le Grand Rire bleu. Ouais, c'est ça. Là, c'est devenu le Grand après ça, Rire. c'est devenu le Grand Rire, puis c'est devenu Comédia. Mais c'est lui avec Sylvain Parabador qui avait parti ça. OK. La première année. Ensuite, après ça, il y avait Les Yeux Bleus à Drummondville, qui était aussi animé par Mario Grenier. Fait qu'il animait fait que lui, il y avait 2 sur 3 des soirées d'humour. Ouais, c'est ça. Puis il y avait une couple de petites soirées d'humour qu'il faisait des fois, une fois de temps en temps pour Desjardins, tu sais. Et il y en avait une autre à Gatineau. OK, qui était le... Mais c'était tout. OK. Puis une fois de temps en temps, il y a eu, pendant un bout de temps, il y a eu le O'Toole à Rouen ou à Val-d'Or. Okay. Puis, tu sais, mais c'était vraiment, une fois de temps en temps, tu avais des petites soirées d'humour qui voyaient le jour, puis qui, après 2-3 mois, n'existaient plus. Tu sais. Mais c'est bizarre quand même, parce que, je veux dire, l'humour était à Montréal. Mettons, il y avait les shows, les lundis DA avaient existé auparavant. Ouais. Fait que c'est comme bizarre qu'il n'y avait pas de soirée d'humour. De soirée d'humour vraiment installée, là. Ouais, c'était une fois de temps. Le Dog, il y avait ça. Il y avait un moment donné, à côté... proche, sur Saint-Laurent, à côté de la banque TD où l'école a déjà été un moment donné. Oui. Ouais, il y avait dans les bureaux genre de Juste pour rire. Non, plus haut que ça, sur le coin Prince-Arthur. OK, oui. Bon, pas loin de ça, il y avait un genre de petit restaurant-bar. Quand un moment donné, on fait des soirées, j'animais un soir ou deux, là. Okay. Mais c'était... Puis ça, c'était avant que je sois... J'étais-tu en duo? Non, j'étais pas en duo encore. Fait que, tu sais, c'était... Mais en même temps, moi, quand j'étais jeune, être humoriste, c'était pas encore ce qu'on connaît. C'était pas un métier. C'était pas un vrai... On mettait pas le nom d'humoriste sur ce métier-là. C'était vraiment... J'aimerais ça faire rire. L'humour qu'on avait beaucoup, on avait la LNI qui jouait le vendredi soir à Télé-Québec. On avait, après ça, les lundis DAA, qui animé par Ding et Dong. Puis, une fois par mois, plus tard, au Beau Dimanche, à Radio-Canada, il y avait la présentation du gala Juste pour rire qui avait été enregistré pendant l'été, pendant le festival. OK. Il faisait un soir, le gala, c'était un soir. Puis c'est ça, c'est pas comme aujourd'hui que là, t'as genre 14 galas, chacun un line-up. T'as 5 galas, t'as ZooFest, tu sais. Puis c'était genre animé par Dominique Michel, puis Thierry Leluron, là, un Français, là, parce que, tu sais, il voulait être international, il voulait vendre ça, fait qu'il faisait venir... Mais c'est ça, le rayonnement de l'humour, tu sais, vraiment comme on le connaît aujourd'hui, est arrivé comme pendant que moi, j'étais à l'école, t'as eu
là, tu as eu des noms qui ont commencé à sortir, des Jean-Marc Parent. Tu sais, il y avait Yvon Deschamps, il y avait Clémence, il y avait Dominique Michel. Mais qui était encore à une époque, comme tu dis, où c'était pas encore des humoristes à ce moment. C'était des comédiens, mais qui font des monologues drôles. Je te dirais, c'était vraiment... tu sais, les humoristes, c'était Yvon Deschamps, Clémence, mais... C'était des monologuistes. C'est ça. Tu sais, le mot humour, on dirait que est arrivé comme plus tard humoriste. Là, c'était comme Fait que c'est ça. Fait que là, t'as eu des Patrick Huard, t'as eu des Jean-Marc Parent, des Michel Barrette, t'as Daniel Lemire. Là, ça a commencé. Daniel Lemire est arrivé. Moi, j'étais à l'adolescence. Tu sais, fait que tous eux autres ont commencé à arriver tranquillement. Puis là, ça a comme buildé. Les lundis de A, c'est vraiment ça avec... Ding et Dong, Claude Meunier, Serge Thériault. C'est ça qui a démarré tout. Oui, puis tu sais, eux autres sont arrivés avec Paul et Paul dans le temps. Après, Yvon Deschamps, Paul et Paul est arrivé. Fait que là, tu as comme eu des humoristes, là, des comiques qui sont arrivés. Puis tu avais la vieille garde, là, les Jean Lapointe, tout ça, là, qui étaient là. Puis toi, tu viens de Chibougamau. Oui, je suis né à Chibougamau. Ouais, t'es né à Chibougamau. Fait que je me demande, dans ta jeunesse, c'est quoi, c'est quand tu as réalisé justement que tu voulais faire de l'humour? Puis c'est comment, en fait, tu as entendu parler de l'humour? Ben, en fait, moi, tu sais, tout le monde pense qu'ils me disaient hey, comment t'as fait pour devenir humoriste alors que t'étais à Chibougamau? Mais moi, je suis parti de Chibougamau, j'avais 6 ans. C'est ça, ok, t'étais jeune. Fait que moi, tu sais, j'ai comme mon école, je l'ai fait ici. Je l'ai faite à Saint-Eustache. C'est là qu'on a déménagé, tu sais. Et, ben, c'est sûr que Yvon Deschamps, Clémence, c'était des modèles de monologue. Mais moi, la personne qui me faisait rire quand j'étais jeune, puis je me disais, c'est ça que je voulais faire. Moi, je voulais être comme Louis de Funès. Okay. Moi, je voulais faire des films drôles, comme Louis de Funès. Puis, tu sais, je me disais, ben oui, on peut. Il en a fait 50 des films drôles, Louis de Funès. T'as eu le gendarme et les gendarmettes, le gendarme à Saint-Tropez, le gendarme ci, le gendarme ça. Tu sais, il faisait que à l'époque où est-ce qu'un film, ça pouvait être genre, hey, il y a ce personnage-là qui marche, on va le mettre en quelque part. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, à ce temps-là, t'avais Louis de Funès, t'avais les. Comment ils s'appelaient les. En tout cas, c'était un groupe d'humoristes français, c'était 4 gars. En tout cas. Sûrement que le monde dans les commentaires vont pouvoir le dire. C'est au même moment que Louis de Funès. C'est dans le même temps que ça. Mais moi, mon père est français. Fait qu'automatiquement, mes grands-parents sont français. Fait que quand j'allais passer du temps là-bas, ben, tu sais, c'est un peu ça qu'on. Tu sais, quand un film français jouait, ben, c'est sûr que c'est ça qui allait jouer dans la maison. Fait que c'est la culture que j'ai eue. Du cinéma comique, ça a été ça. Ouais. Excuse-moi, j'ai comme une épice dans la gorge. J'étais sur le point de... Mais c'est ça, moi, c'est là l'humour. Mon contact avec l'humour, ça a été ça. OK. Ça a été avec Louis de Funès. Excuse-moi. Tu veux-tu prendre le temps de faire passer ta bronchite? Ouais, c'est ça, là. Je sais pas ce qui se passe. Le pire, c'est que depuis tantôt, je t'écoute. Mais je deviens de plus en plus rouge. Ça te gratte dans la gorge. Ouais, exact. Puis comme c'est pas intéressant, mais je suis en train de m'étouffer. Mais c'est ça qui prouve quelqu'un qui est intéressant, c'est à quel point tu peux continuer à l'écouter tout en étant pendant comme... que meurt. Ouais. Écoute, je suis mort juste à la fin. J'étais capable. Au moins, j'ai eu la fin de l'anecdote. Mais ouais, mais c'est ça. Fait que ça, c'est été mon premier contact avec l'humour. Ouais. Après ça, la LNI. Comme je le disais, puis là, j'ai commencé à faire de l'impro au secondaire. Okay. Secondaire 1, j'ai commencé. Puis de fil en aiguille, comme ça, c'est arrivé. Puis, mais tu sais, l'École nationale de l'humour, ça commençait, là. Moi, quand je suis sorti du secondaire, l'École nationale de l'humour a été fondée en 89, je crois. Quelque chose de même, oui. Une affaire de même. Et moi, je suis rentré en 92, ça fait que 3 ans avant. Tu sais, t'as eu, avant moi, tu as eu Jean-Marc, Patrick Huard. T'étais dans les premières cohortes. T'étais-tu dans les cohortes l'école payait? Non. Non, moi, c'est la première année ou la deuxième où on payait. OK. Ouais. Puis c'est la première année où c'était 1 an. Puis c'était genre 1200$ pour 1 an, là. OK, c'est pas peu. Ouais. Fait que bon, c'est ça. Mais moi, la première année, la première audition, j'ai pas été accepté. J'étais allé dans les cours du soir, les cours parallèles qu'ils appelaient. Ouais. C'était le mercredi soir. OK. Fait que, à cette époque-là, c'était juste un cours. C'était un cours le mercredi. C'était Daniel Fichot qui donnait ce cours-là. Puis après ça, on préparait, on faisait des numéros, puis on faisait comme on fait... en vendredi. Fait que c'est ça, puis à un moment donné, ben, tu choisis un numéro parce qu'à la fin du stage, ben, tu présentes ton numéro. Fait que j'ai présenté un numéro, puis ça devenait notre audition pour savoir si on allait rentrer à temps plein l'année d'après.
Fait que je suis rentré à temps plein, puis c'est là que j'ai connu Martin à l'école. OK, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que là, à ce moment-là, quand tu rentrais à l'école, toi, tu disais, je vais faire une carrière solo. Ouais, moi, j'étais un humoriste solo. Martin, c'était un humoriste solo aussi. C'est ça, exactement. Ouais. Puis c'est comment, ben, on va commencer par à l'école de l'humour. Ouais. C'est comment que vous avez commencé à développer cette complémentarité-là, de vouloir travailler ensemble? En fait, on était solo tout le long de l'école. OK. Et, mais il y avait Martin, moi, puis les grandes gueules. Mm-hmm. On était toujours les 4 ensemble. Okay. On s'entendait bien, on avait du fun. Il y avait Peter McLeod aussi. Mais Peter, il avait commencé l'année sur le volet auteur. Fait qu'il était moins souvent avec nous autres. Et fait que c'est ça, on était souvent les 4 ensemble. Puis là, ben, c'est sûr des fois, on s'appelait « Hey, peux-tu m'aider pour un gag? J'ai pas la fin de ce numéro-là. Mm-hmm. Et puis quand l'école a terminé, ben Martin et moi, on s'entendait bien sur travailler ensemble. Fait que tu peux-tu regarder mon texte? Je vais regarder le tien. Mm-hmm. Puis à un moment donné, on s'est dit « Hey, on devrait s'associer pour monter un spectacle d'1 heure. » Parce que dans ce temps-là, des 30 minutes... Des 15, ça n'existait pas. Ouais, il n'y avait pas de format. Ben, comme tu dis, les soirées du mois, il n'y en avait pas. Non. Fait que tu n'avais pas le format faire un headline, faire une soirée comédie club. Les soirées les plus courtes, c'était. En fait, pas les soirées, parce que c'était le jour, mais les spectacles les plus courts, c'était des 45 minutes parce que c'était d'aller polyvalente sur l'heure du dîner. Ah, ben ouais, OK. Tu sais, fait qu'une heure du dîner, je pense que ça durait comme genre 1h10 le dîner. Fait qu'il prenait 45. Fait que c'était le plus court que. Mais sinon, tout le monde demandait des 60 minutes. Mm-hmm. Moi, j'avais un 30. Martin avait un 30. On s'est dit, on va s'associer. Fait qu'on a commencé à faire des 60 minutes, puis on faisait des numéros en alternance, un après l'autre. Mm-hmm. Mais il y avait toujours comme une petite obstination à qui commence. Ouais, hein? Qui brise la place. Fait que là, c'était comme, ouais, là, disais, ben là, la dernière fois, c'était moi. Ouais, là, c'est comme aujourd'hui quand tu fais un 30-30 avec quelqu'un, puis là, c'est comme, tu sais, qui commence, qui casse la glace, qui. Ouais, exact. Fait que finalement, on s'est dit, garde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un stand-up à 2. Qui va commencer cette 60-là. Puis après ça, ben, ça dérange pas qui commence. Là, c'est ça, on a déjà fait de quoi qui a ouvert un peu. C'est ça. Fait qu'on a écrit un genre de 5-6 minutes de stand-up à 2. Mm-hmm. Puis on est allé le faire. Ben, la première fois qu'on l'a fait, je l'ai fait tout seul. Mm-hmm. Je l'ai fait tout seul dans un bar à Sherbrooke qui était. Okay. Ça s'appelait au Rolling Stone à Sherbrooke. Mm-hmm. Et c'était les comiques debout qui animaient dans ce temps-là. Les comiques de... Ouais, c'était Mario Jean, Maxime Martin et à cette heure, c'est un auteur, il a écrit plein de séries. Daniel... Il y a des noms qui me passent, mais on dirait que j'ose pas en shooter un. Non, mais en tout cas, à cette heure, il écrit des séries pour la télé, là, okay. Puis eux autres, ils faisaient comme un trio qui s'appelait Les Comiques Debout. Okay. Puis il animait au Rolling Stone à Sherbrooke. Fait que là, ben moi, j'avais déjà été booké pour aller là. Puis là, Martin dit, ben tu devrais essayer nos gags de notre stand-up à 2. Fait que t'as essayé les jokes d'un duo. Ouais, c'est ça. J'ai cassé un stand-up à 2 tout seul. Fait que je l'ai fait, ça a super bien marché. Fait qu'après ça, on est allé le faire les deux ensemble pour la première fois aux Yeux Bleus de Drummondville. Mm-hmm. Et le stand-up, ça riait plus que ce qu'on faisait solo. Okay. Puis vraiment, on a pris un poignet de quoi, on a fait OK. Puis on avait des looks bien différents aussi. Mm-hmm. Tu sais, Martin, il avait le look un peu premier de classe, les cheveux courts, tu sais, puis il connaît bien les affaires, tu sais. Puis moi, j'avais les cheveux longs dans ce temps-là. Okay. J'étais même un gars qui fumait. Fait que, tu sais, fait que là, le monde nous voyait les deux sur scène. Je dis, c'est quoi ça, ces deux affaires-là? Deux bébites. Et fait que ça riait déjà à notre look. Puis les gags, ben, c'est là qu'on a commencé à s'écœurer un peu sur scène, les deux. Puis c'est là que ça a commencé. Fait que plus on écrivait du stock à 2, plus on enlevait nos numéros solo. Okay. Plus on tassait, puis à un moment donné, on s'est ramassé avec un 60 à 2. Ça a juste été naturel, on enlève de plus en plus ce qui se fait seul. Ouais, fait qu'à un moment donné, on ne faisait que du stand-up à 2. Wow, OK. Ouais. Puis, fait que là, c'est ça. Là, vous avez donc fait ça. Puis, tu disais, il y avait comme un 5 ans avant que ça pogne, que ça déclique. Ouais, ça a pris 5 ans là, avant que je te dirais qu'on ait des contrats réguliers. OK. Ouais. Parce que mais c'est comment, justement, de travailler à 2? Parce que là, tu sais, on voit le duo qui fonctionne, qui marche, puis c'est le fun. Mais, tu sais, c'est comment, justement, de travailler à 2 quand, en plus, tu as une carrière un peu... que là, justement, tu fais pas beaucoup de gigs, qu'il faut, j'imagine, splitter les cachets. On avait des jobs à l'extérieur aussi. Là, on avait d'autres travails. Ben, comme bien de jeunes humoristes qui commencent. Oui, exact.
En fait, ben nous autres, ça a toujours été, le cachet, ça a toujours été 50-50, tu sais. Puis, mais tu sais, travailler, écrire, une fois, on s'est assis ensemble pour écrire, ça n'a pas marché. Ah ouais? Ouais, je pense qu'on se jugeait trop. Puis quand on lisait un gag nous autres, on trouvait bien... Comme toi, moi, je trouvais bien drôle, puis que Martin faisait « Moi, je suis pas sûr. » Ben là, c'est sûr que quand il allait me lire un gag, j'allais vraiment faire moi aussi « Ouais, je suis pas sûr. » Tu sais, il y avait un égo d'humoriste solo. T'osais pas. Tu sais, mais... Fait qu'à un moment donné, on s'est dit « Regarde, on va écrire chacun de notre côté. On va se lire ce qu'on a écrit. On va faire des choix. Puis si moi, je crois à un gag, puis que Martin, il est pas sûr, ben... T'sais, on s'est dit qu'on allait avoir la générosité l'un envers l'autre de dire ben on va l'essayer pareil. Toi, tu as l'air de voir quelque chose avec ce gag-là, allons-y. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave, on a juste comme essayé un gag. Fait que c'est comme ça. Fait qu'on a toujours travaillé de même. On a toujours travaillé chacun de notre côté, puis après ça, on amenait nos affaires ensemble. Mais on dirait que c'est ça que je réalise de plus en plus en jasant avec des gens qui sont en duo ou dans des groupes, tout ça. On dirait qu'on a tout le temps l'impression que travailler en groupe, c'est vous écrivez ensemble. Ouais. Mais finalement, c'est chacun, vous avez de votre bord un texte que là, vous emmenez puis que vous défendez. Ouais. Puis qu'après, ben, c'est ça, c'est le choix de la gang de faire OK, ben ça, on le fait, ça, on le fait pas. Ouais, c'est ça. Ben, oui, c'est ça, mais tu sais, en même temps, il y a. C'est bien rare qu'on le fait ou on le fait pas. Tu sais, souvent, les thèmes sur lesquels on va aller travailler, on va aller écrire, Martin et moi, on les a déjà décidés, tu sais, puis après ça, on part. Ou des fois, je dis, hey, j'ai eu une idée, mettons, un numéro sur la liberté, je pense que je vais partir, j'ai une couple de lignes, je vais partir ça. Après ça, on se le lit, puis après ça, lui, quand il repogne le texte, ben, tu sais, passe pas son temps à raturer, il fait juste comme ajouter, améliorer des gags. Fait que c'est comme ça, puis tu sais, je dirais, on travaille, ben, vu qu'on connaît beaucoup nos personnages, tu sais, nos personnages de scène, on les connaît vraiment. Fait qu'aujourd'hui, tu vas prendre un texte, une fois que le show est écrit, tu vas prendre un texte, puis c'est dur de savoir qui a écrit quoi. Ouais, ça, vous êtes capable d'écrire aussi bien l'un pour l'autre. Un pour l'autre, vraiment. On le sait qui va dire, on sait que, mettons, tel gag, moi, je peux pas dire ça. Ça marche pas avec mon personnage, tu sais. Puis tel gag, Martin peut pas le dire. C'est plus mon personnage à moi qui peut dire ça. C'est sûr, il y a une grosse question de casting là-dedans aussi. De casting, de la manière, de la mentalité des deux personnages, tu sais. Ces gars-là ont une vie. Ça a l'air, tu sais, ça a l'air weird, là, mais ces gars-là vivent. Ouais. Tu sais. Fait que, tu sais, moi, mon personnage, il a une intelligence émotive plus grande que l'intelligence émotive du personnage de Martin. Mais le personnage de Martin, il a une intelligence logique, connaissance générale, plus grande que mon personnage à moi, tu sais. Fait que lui, quand il explique quelque chose, c'est très clair. Mon personnage explique quelque chose, souvent, il va aller dans l'émotivité. Tu fais comme, c'est weird ce qu'il vient de dire, mais je comprends ce qu'il veut dire. Ben, je pense que c'est là où est-ce que, tu sais, souvent, t'as l'affaire clown blanc, clown rouge, là, le classique schéma qu'on parle. C'est que, mettons, Martin, il établit l'information, puis après, toi, tu vas venir dire un peu ce que le monde pense de l'information. Soit le briser, soit émettre une opinion contraire au public, soit émettre une opinion qui est d'accord avec le public. Tu sais, que le clown rouge puis le clown blanc, ce qui est intéressant là-dedans, puis ce qui est aussi un danger, c'est d'être capable de briser ça. Oui, exact. T'sais, c'est qu'à un moment donné, ça peut pas toujours être prémisse punch, parce qu'à un moment donné, ça devient une musique, puis à un moment donné, t'entends toujours la même affaire, à un moment donné, ça devient comme, c'est trop, tu vois venir les choses. T'sais. Ouais, puis ça, c'est comme dans toute création, tu sais, c'est ça qui est weird de l'art versus n'importe quoi. Tu sais, mettons, un ingénieur, il a trouvé la façon parfaite de faire quelque chose. C'est comme, ah, Chris, on n'y touche plus, on a trouvé la façon parfaite. Ça. En art, aussitôt que tu as trouvé la façon parfaite de faire quelque chose, ben, il faut que tu le casses, sinon ça devient plate. Oui, puis des fois, c'est parfait pour certaines personnes ou c'est imparfait pour d'autres, tu sais. Tu sais, si tu disais un ingénieur, 1 pouce 3 quarts, c'est 1 pouce 3 quarts. Exact. Ça peut pas être une journée faire 1 pouce et demi. Non, aujourd'hui, 1 pouce 3 quarts, c'est 1 pouce et demi. Tu fais, ben non. Non. C'est ça. Ça va toujours être ça. En humour, en art, tu te promènes constamment, tu sais. Ouais. C'est quand, justement, tu sais, le 5 ans, c'est quoi, mettons, que vous marquez comme à ce moment-là, ça a commencé à marcher? Est-ce qu'il y a comme eu un fait d'armes particulier? Il y a eu des moments, je te dirais, il y a eu des moments où il y a eu je te dirais, comme des moments où de la lumière a jailli. On a fait comme, et je pense que c'est ces moments-là qui a fait qu'on ne s'est pas découragé et qu'on n'a pas fait on lâche tout. Parce qu'il y a des moments, c'était vraiment tough. Là. Des moments où on n'avait pas de show, puis quand on avait un show, c'était dans un trou épouvantable. On se faisait crier après 10 minutes, on veut de la musique! C'était, oh non. C'était ça, là. Puis faire des shows où une semaine avant, tu fais rire plein de monde.
Puis la semaine d'après, avec le même matériel, il n'y a personne qui rit. Ouais. Tu fais, voyons, toi. Puis je sais pas si c'était de même pour vous à l'époque, mais en tout cas, moi, des fois, comment je le vis, là, on dirait que je me sens tout le temps aussi, je suis pas le premier à dire ça, là, aussi bon que le dernier show que j'ai fait. Fait qu'on dirait que si mon dernier show était de la merde, puis le prochain est dans 2 semaines, pendant 2 semaines, je vais être comme je suis le pire humoriste. C'est sûr que ça traîne, parce que on n'a pas de show assez régulier pour briser ça. Exact. C'est-à-dire, ben là, tout de suite, je vais aller... Alors que quand t'en as beaucoup, t'es comme, ben tu sais, j'ai eu un mauvais show aujourd'hui, demain m'en faire un, peut-être ça va être mieux. Je vais me reprendre, tu sais. Exact. Oui, il y a eu des moments où on faisait, OK, oui, on est dessus, tu sais, mais je te dirais, il y a un moment donné, on a eu un contrat, c'était la croisière en folie. OK. C'était un show de télé, c'est que c'était plein d'humoristes sur un bateau de croisière et ils enregistraient des spectacles. Et c'était animé par François Léveillé puis Michel Barrette. Wow, okay. Fait que c'était comme des mini-galas sur un bateau de croisière. Puis, fait que nous autres, on est allés là, puis ça a super bien été. Vraiment, notre stand-up a super marché. Puis, mettons, le concept, c'est ça, c'est que pour le tournage, c'était vraiment une vraie croisière. Il y a du monde qui achetait une croisière. Oui, c'est ça. Il y avait comme genre, je pense qu'il y avait 300 Québécois qui étaient venus sur cette croisière-là. Mais tu sais, c'est des croisières de 2500 passagers, là, genre. Ouais, exact. C'est ça. Fait qu'il y avait 300 Québécois, puis il y avait une salle de spectacle, puis nous autres, il y avait à tous les jours, il y avait comme un genre de mini-gala. Okay. Puis, fait que c'est ça. Fait que on a fait un gala, puis on a fait notre numéro, puis ça a marché au bout. Ce qui fait que Sogestal, la compagnie qui produisait ces spectacles-là, eux autres produisaient aussi d'autres shows. Ils ont fait comme, mettons, l'humour après l'école. Après ça, ils ont fait l'humour après l'humour pendant la noce. Fait que c'était tous des concepts. C'était tout le temps genre de l'humour pendant un autre événement? Ouais, c'est ça. Fait que c'était chaud. Fait que, tu sais, l'humour après l'école, on était dans une cour d'école. Puis Louis-José a fait son premier numéro là, qui faisait son... Dans ce number? Ouais, il faisait comme son yo dans ce show-là. Oh my God. Avec sa capuche. OK. Ouais, avec son hoodie, là. Fait que je pense que c'était ça, c'était l'humour après l'école. Tu me rappelles bien, là. Fait que c'est là que moi, j'avais vu Louis-José pour la première fois. À ce show-là. Après ça, l'humour après la noce ou pendant la noce, je sais pas trop, c'était vraiment comme quand tu mettais les tables là, des mariés, tu sais, les tables d'honneur, puis tout le monde allait comme en avant, faire un numéro comme quand au mariage, tu vas... Ouais, donner un petit speech. Un petit discours, tu sais. OK. Fait que c'était des shows concepts. Fait qu'ils ont commencé à nous engager pour ces shows-là, parce que c'était la même compagnie qui enregistrait, Sogestal. Et fait que c'est là qu'on a commencé à se faire connaître. Puis là, après ça, on était appelés à faire d'autres shows, comme les shows rigolos. C'était des shows pour ramasser de l'argent pour les femmes enceintes. Au lot, que ça s'appelle, là, œufs, lait, orange. C'était des ramasser de l'argent pour nourrir les mères enceintes qui sont dans le besoin. Fait qu'on participait à ça, fait qu'on essayait de... Tu sais, fait que tranquillement, on a commencé à se faire connaître. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on tournait en rond. Okay. C'est-à-dire que là, on ne nous rappelait plus pour faire ce même genre d'événement-là. On l'avait déjà fait. Ouais, fait que là, il fallait briser ça. Fait qu'on s'est dit, on va sortir un show. OK, vous avez fait... on n'avait pas le choix parce que là, on était prêt de briser ce service-là. Puis mettons, est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez quand même une certaine fanbase pour vous dire, si on le sort, il y a du monde qui vont venir? Pas tant, non. OK, non. Shit. Mais c'est courageant. On avait un producteur, on avait un gérant, puis lui, s'il était d'accord, il dit, je pense qu'il faut qu'on brise ça. Fait qu'on a écrit un show. Nous autres, le but, c'est de le faire un soir. De dire, on le fait un soir, on est-tu capable de faire comme les autres humoristes qui sortent des spectacles? Tu sais, on est-tu capable de faire ça? Fait qu'on a écrit un show, on a eu une mise en scène, on avait un décor tout, puis on a fait une première au Jésus à Montréal. Oui, Chris de belle salle. Oui, vraiment. Puis, fait qu'on a fait notre show, puis ça a parti là. OK. Ouais, vraiment. Puis là, vous aviez prévu un soir? On avait, mettons. Honnêtement, là, je pense qu'on avait comme 2 soirs au Jésus. OK. Après ça, on avait... Je pense, pour notre tournée, on avait comme genre 3 autres shows de signés, genre Trois-Rivières, Québec, puis je sais pas l'autre, on n'avait pas de tournée. C'est ça, notre tournée, c'était ça. C'était 2 fois Jésus, puis comme 3 autres dates. Soirs. Puis après ça, on est allé à Québec, on a eu une immense critique, puis ça a parti de même. Puis à l'époque où est-ce qu'une bonne critique, mettons, dans le journal, ça pouvait te starter pour vraiment. 20 dates de plus. Là. Ouais, fait que là, tranquillement, on a eu des dates qui rentraient. Okay. Puis là, on a commencé à faire la tournée. Ce premier show-là, mettons, au final, vous avez fait combien de dates? 250, je pense, à peu près 235, 250. C'est passé de 5 dates à 200? Ouais. On l'a joué on l'a joué longtemps. Ben oui. Puis ça, ce show-là nous a amené aussi le sitcom.
Oui, exact, parce que là, vous avez eu votre série. Ouais, on a eu une sitcom à TQS. C'est quand que ça vous a été offert, cette idée-là? Ben, en fait, c'est des dirigeants de TQS qui sont venus voir le spectacle. OK. Puis qui ont dit, on aime beaucoup votre humour, ce que vous faites, on vous offre une demi-heure de télé. Vous voulez faire quoi? Puis nous autres, ben, on se dit, ah ouais, sitcom, ça pourrait être le fun. Fait qu'on a, c'est ça, on a écrit quelque chose qui leur a plu. Puis on est rentré à TQS avec le sitcom. OK, c'est cool. Ouais. Puis, parce que là, en gros, moi, malheureusement, j'ai pas connu l'époque de la sitcom de l'émission. Non. Mais j'ai quand même checké un peu. T'es né en quelle année? Non, tu sais, tantôt, tu parlais que t'es allé... C'était en 98, c'est quoi que t'avais dit? En 98, on a commencé à sortir notre premier show. Que vous avez sorti votre premier show. Quand vous avez sorti votre premier show, j'avais moins 1 an. C'est ça. Ben, tu vois, notre sitcom est sorti à TQS au début des années 2000. C'est ça. 2000-2001, là. OK, fait que à ce moment-là, peut-être que, mettons, ma mère l'aurait écouté puis j'étais dans le berceau, mais pas assez pour catcher que c'est... peut-être 4 ans, 3-4 ans. Pas assez pour catcher que... Non. Qu'une émission existe, first of all. C'est ça. Mais ça, parce qu'en gros, la prémisse là-dedans, c'est que vous jouiez vos propres personnages. Oui, on jouait. Ouais, on a mal conjugué ces verbes-là. On était bien de la merde là-dessus. mais on était... en fait, on jouait notre duo d'humour. C'est ça. Qui est en appartement ensemble, puis qui essaie de faire de l'humour. Puis qui essaie de... Je te dirais, ça raconte un peu nos premières années, puisqu'on habitait ensemble, Martin, à Trois-Rivières. En appartement. Fait que ça représentait... Mais, en plus gros, là, je veux dire, les autres personnages n'existaient pas, on les a inventés. Mais sinon, c'était ça. C'était vraiment... ça représentait 2 jeunes humoristes qui commencent. C'est cool, ça. Puis justement... mais il y a quelque chose que je trouve bizarre, en fait. Comment tu fais pour, justement... Parce que à ce moment-là, vous étiez dans vos débuts, fait que les personnages commençaient à être canés. Ouais. Mais c'est comment, justement, d'écrire un peu... Ça devient de l'autofiction, d'une certaine manière? Oui, c'est de l'autofiction, carrément. Tu sais, vraiment, on se bat. Tu sais, je veux dire, vu que tout se passait dans l'appartement, tu sais, quand on parlait des spectacles qu'on allait faire, puis tout ça, on le racontait, tu le voyais jamais. Tu ne pouvais pas le montrer. C'était vraiment juste dans l'appart, parce que quand on a commencé, on avait un décor, puis c'était l'appart. Ouais, ça, c'est pas comme Seinfeld, que eux, mettons, tu sais, t'as l'appartement, t'as le lieu principal, mais là, après, à la fin de l'émission, tu le vois, mettons, dans un comedy club. C'est ça. Nous autres, on avait un appartement, on avait une chambre avec des lits superposés qui étaient notre chambre, à Martin et moi. T'avais une salle de bain. Puis là, c'était comme un appartement ouvert. C'était salon, cuisine, salle à dîner. On a eu un corridor. Ça, c'était la première saison. OK. Il n'y avait rien d'autre de décor. Il n'y avait que ça. Tout le monde venait dans notre appartement. Surtout, j'adore le classique appartement de sitcom qui a juste une grande pièce commune. Oh oui. Tu sais que jamais la cuisine et le salon sont séparés par des murs. Puis nous, on avait 2 couleurs. Vert lime et mauve. Oh mon Dieu. Fait que si le mur était vert lime, le meuble en avant était mauve. Si le mur était mauve, le meuble en avant était vert lime. Avec d'autres meubles, avec des housses par-dessus d'une autre couleur, mais... Ouais. Puis là, mettons, saison 2, est-ce que ça a assez pogné pour vous permettre une autre couleur? Non, ça c'est resté comme ça, mais on a eu un autre décor. OK, vous avez le droit à une pièce de plus. Oui, on a eu un genre de casse-croûte, dépanneur, club vidéo. Fait que tu pouvais louer des films, il y avait une section dépanneur, épicerie, puis t'avais un petit casse-croûte. OK. Ouais, fait que ça, on a fait 3 ans, là, en tout et partout avec la sitcom. De toute la sitcom, fait que 3 ans, 3 saisons, j'imagine. Ouais, 3 saisons. C'est un calcul très simple que j'ai fait. Mes mathématiques sont fortes, là. Ouais, c'est ça. On a fait... On a-tu fait juste 3, 9, 3 ans? 30... Non, je pense qu'on a fait comme 3 ans. On a fait une... écoute, je sais pas. Écoute, ça fait tellement longtemps. Ça fait 20... Ouais, non, c'est ça. Ça fait 20 quelques années de ça. Là. Ça fait un bout. Puis je me demande justement pour toi qui, mettons, à la base, est inspiré par Funès, puis est inspiré par justement... Tu sais, c'est pas du cinéma, mais ça reste quand même le format vidéo. Ouais. Y avait-tu de quoi qui faisait justement triper sur ce projet-là? Oui. Ben en fait, ça allait très vite parce que, tu sais, on a appris à jouer à la télévision. Tu sais, on était 2 humoristes de scène. Tu sais, on jouait stand-up, là, tu sais. On a appris à écrire de la télévision. On n'avait jamais écrit de télévision de notre vie. Fait que tout ça allait très, très vite, là, tu sais. Puis, mettons, est-ce qu'à cette époque-là, ils vous ont comme donné un auteur pour vous aider là-dedans? Ou c'était comme... Oui, il y a Jean-François Penneau
qui a écrit qui a travaillé beaucoup avec François Mascotte, qui a écrit 4-5, il a travaillé sur 450 Chemin du Golfe, Kilomètre heure avec Michel Barrette, qui était un auteur de télévision reconnu, qui est aussi le cousin de Martin. OK. Fait que Martin, il l'a appelé pour lui demander de son aide. Il a dit, peux-tu comme faire la script édition de nos épisodes, parce qu'on n'a jamais écrit ça, juste nous guider là-dedans. Fait que Jean-François Pedneau a embarqué dans le projet. Mais la première année, on écrivait seulement Martin et moi. Puis avec les années, il y a des auteurs, un Nicolas Lemay, un Frankie, que j'ai écrit pour la série. Je pense à la dernière saison, Frankie était là avec Nicolas Lemay pour écrire sur le sitcom. OK. Puis je me demande, tu sais, je lance ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait un jour de faire... Tu sais, là, on a vu, mettons, des retours avec le gros show, des affaires de même, de faire genre un spécial, on fait un épisode. C'est drôle, là, mais on a... Je pense que ça fait pendant la pandémie, on a tellement pensé à des projets, on avait juste ça à faire. Puis on se disait, on fait-tu un... On revient... Parce qu'il n'y a plus de sitcom. À part Mme Lebrun, il n'y a pas de sitcom. C'est vrai, ça. Ouais. Juste aux États-Unis, on dirait que ça tient encore, le sitcom. Ouais, on dirait que le format... tu sais, c'est un format qui est très cadré, là, fait qu'on dirait que... Mais tu sais, je pense que, tu sais, aux États-Unis, ils se sont adaptés. Tu sais, t'avais le sitcom de base, c'est-à-dire que c'est trop éclairé, trop... Tu sais, là, ils sont allés plus dans série, un peu plus cinéma, mais avec du public quand même, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est une formule qui pourrait être refaite ici. Oui, on a pensé à un genre de Dominique et Martin 20 ans plus tard. Genre... c'est comme aujourd'hui, les deux humoristes aujourd'hui. Qui sont encore colocs avec le lit superposé. Ben, tu sais, c'est sûr que là, il faudrait trouver une raison de pourquoi on habite ensemble, tu sais, puis de monter tout ça de pourquoi, tu sais, faut trouver on peut pas juste se dire, hey, ça serait le fun, tu sais, faut trouver une raison pourquoi ça serait viable de ramener ces deux gars-là 20 ans plus tard, tu sais. Oui, parce que c'est ça aussi l'idée d'un projet, là je le shootais, mais c'est sûr que s'il n'y a pas une bonne idée derrière pourquoi on ramène ce produit-là, ben... Non, il faut que ça soit viable pour te dire, ben, on est-tu capable de faire une couple de saison avec ça, tu sais. Puis là, fait que là, il y a eu justement la série. Ouais. Là aussi, c'était-tu environ cette période-là vous avez commencé à faire les galas juste pour rire? Ben, en fait, les galas juste pour rire, c'est arrivé, on a eu la chance de faire un gala juste pour rire avant notre premier show. OK. Et ça, puis tu sais, on a eu ce coup de pouce-là parce qu'on sortait notre show, comme je te disais, puis il n'y a personne vraiment qui nous connaissait. Cet été-là, avant la sortie de notre show, on fait un gala juste pour rire. On réussit à faire un gala juste pour rire parce souvent on passait des auditions, mais on n'était pas pris, on n'était pas encore assez prêts, tu sais. Ouais. Fait à un moment donné, on est pris, on fait un numéro, c'est un squeegee puis un finissant d'université qui se croisent. Ça, c'est notre numéro. Fait qu'on fait à l'audition et on est pris pour un gala. Fait qu'on fait le numéro. Ça va bien, mais on n'arrache pas tout. C'est un bon numéro. Mais Patrice Lécuyer, qui animait les coulisses pendant ce temps-là. Oui, à l'époque, tu avais tout le temps un gars juste pour rire. La caméra qui se promène. Qui anime les coulisses. Qui fait juste filmer du monde qui sont stressés de monter sur scène. Oui, puis après ça, qui les interviews quand tu as fini ton numéro, comment ça a été, t'as-tu eu du fun? Et Patrice Lécuyer est là, et lui, tripe sur notre numéro, puis il nous fait faire un stunt. On filme un stunt, genre avec un fusil à eau, on arrosait un ministre qui était là dans la salle, faire un stunt. Là. Okay. Fait que, en tout cas, finalement, ça arrive pas, tu sais, bon, c'est comme juste il fait un clin d'œil, mais Patrice Lécuyer, puis il a vraiment trippé sur notre numéro, il nous aime bien gros, puis là, ben, on parle avec, puis on dit, ben, c'est ça, on va sortir notre show à l'automne. Hey, vous devriez venir sur mon émission. Dans ça, là, il animait l'émission L'Écuyer à Radio-Canada. Oui, ben qui était un talk show qui enregistrait devant le théâtre Outremont. Non, pas Outremont. Fairmount? Le théâtre sur Sainte-Catherine. Ah, sur Sainte-Catherine. Il y a le théâtre Sainte-Catherine, mais il y a l'Astral, le Métropolis. Ah, ça n'existait pas l'Astral dans ce temps-là. Non, c'est ça, ouais. Je pense que c'est l'Olympia. Ah, oui. Ouais, OK, oui. Je pense que c'était là. Puis t'es live devant du monde. Il y a un public là, dans la salle. Fait qu'il dit, viendrez. On fait, ouais. Puis finalement, on y va. Il nous invite vraiment. Okay. On va, puis on fait un bout de stand-up, là, que ça marche au bout. On fait une entrevue, ça va super bien. Fait que je te dirais qu'il nous a vraiment donné un gros coup de pouce. Vraiment, parce que là, les gens, parce que c'était écouté beaucoup, L'Écuyer, là, c'était un gros talk show, là, ça marchait fort. Fait que là, les gens nous ont découvert là.
Puis en plus, on avait performé. Fait il nous a donné vraiment un bon coup de main pour aider à lancer le spectacle. Ça, en fait, ça a été une genre de couple d'années dans ces entours-là où juste on dirait tout s'est imbriqué pour. Oui. Lui, il a comme, tu sais, il faisait comme mettre un sceau d'approbation sur ce qu'on faisait, de dire, tu sais, allez-y, sont bons. Moi, c'est vraiment ça que ça a fait pour notre tournée. Puis là, on s'est mis à vendre des billets. Tu sais, fait que c'est vraiment, il nous a vraiment donné un bon coup de pouce. Là. OK, wow. Ouais. C'est vraiment hot. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ça... Souvent en humour, puis justement en art en général, c'est justement cette espèce de petit seal of approval-là. Tu sais, il dit souvent, tu sais, la première chose, c'est le travail. En humour, là, c'est travailler. C'est de ne pas avoir peur de travailler. Oui, ça prend du talent, mais si tu travailles pas, ton talent te sert à rien. Fait que tu travailles. Puis ça prend aussi de la chance. Puis je pense que la chance, tu t'as là à un moment donné parce que tu travailles. On te donne une opportunité à un moment donné parce que tu travailles, mais ça prend vraiment une part de chance. Vraiment. Oui, c'est ça, il y a tout le temps, mais en même temps, c'est sûr que c'est plus facile qu'à un moment donné, ça hit si tu l'envoies 40 000 fois. Tu sais, ça prend quelqu'un qui t'appuie, ça prend la chance d'entrer dans un événement qui va marquer, ça prend, tu sais, c'est juste un là qu'à un moment donné de, nous autres, on a fait, un moment donné, on est engagé à l'Expo de Québec. Okay. Il y a un gros show d'humour qui est organisé au Colisée de Québec. Et puis là, c'est un gros show. Tu as Jean-Michel Anctil, tu as Anthony Cavana, tu as Claudine Mercier, puis tu as nous autres, pas connus. Puis là, on fait le show et ça marche super bien. Vraiment, là. Tu sais, puis là, dans notre tête de jeune humoriste qui commence, dans notre tête, on est parti. Parti. Voilà. C'est clair. C'est clair. Puis la semaine d'après, on est dans un bar et c'est la pire gig de notre vie. Et tu te dis, non, c'est vrai, finalement, faut encore travailler. C'est ça. C'est vrai, faut que je travaille. Reviens les pieds sur terre. Mais c'est correct, ça te ramène les pieds sur terre. Mais c'est ça qui est le fun de voir encore, mettons, quand tu vois des humoristes plus établis qui vont dans un comedy club, qui vont dans les soirées d'humour. Des fois, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui vont pas justement par cette peur-là là, de faire comme là, je vais juste faire mes gros shows comme ça, j'ai pas à me planter devant 3 gars sous dans un bar qui va me rappeler que c'est pas tout le temps en tête. Ouais, mais tu sais, ça c'est une peur qu'on a aujourd'hui, Martin et moi. Ah ouais? Oui, vraiment. On dirait qu'avec le temps, on dirait qu'on a perdu. On l'a pas perdu, mais on dirait on trouve ça plus difficile dans un bar d'être avec le public que d'aller, mettons, en salle. Tu sais, je sais pas pourquoi. On dirait que. Fait qu'on est comme toujours. Fait souvent, on a plus le réflexe de demander à des amis humoristes. Ça te dérange-tu bien gros, j'aille faire 10 minutes avant ton show? OK. Pour aller casser du matériel. Comme faire le genre de mini-première partie. Mini-première partie, tu sais. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on est en salle. Puis tu sais, ceux qui le font, là, encore, là, d'aller, tu sais, au bordel et tout ça. Tu sais, j'étais allé au bordel avec on a fait un numéro avec les Denis, un moment au bordel, on a trippé au bout. Mais on dirait que c'est comme de faire le pas, de dire, hey, OK, il faut que j'aille, je vais aller dans, tu sais, il y a comme, je sais pas, on a peur de pas être à la hauteur du public des comedy clubs. Parce qu'on n'a pas connu ça vraiment. Mais ça, justement, c'est particulier parce que, tu sais, moi, depuis que je commence à faire l'humour, je veux dire, les comedy clubs, c'est quelque chose qui existe, c'est là. Ça. Mais vous avez vu ça arriver, puis comme tard dans votre carrière. Oui, vraiment. Les soirées d'humour, là, régulières, qui sont, tu sais, je te dis, il y en avait une, que c'était les lundis juste pour rire à Québec. Tu sais, au Dagobert, puis c'était, tu sais, ça a duré des années, puis, tu sais, c'était établi que le lundi à 8h, si tu allais au Dagobert, c'était pour ça. Tu n'allais pas au Dagobert pour te dire « Ah, je venais danser, mais finalement, il y a un show d'humour. » Non. Tout le monde savait. C'était les lundis juste pour rire. Puis même que les gens qui ne pouvaient pas rester au rez-de-chaussée, parce qu'il n'y avait plus de place, ils allaient au deuxième à la discothèque. Puis eux autres, tu ne les entendais pas rire ou applaudir. Fait qu'ils frappaient à terre avec leurs pieds. OK. Fait que t'avais des rires. Parce que le monde frappait à terre. C'était comme une forme d'applaudissement. C'était weird. Fou. Ouais. Aujourd'hui, on a des klaxons de voiture. Oui, je l'ai fait, ça. Tu l'as fait? Oui, les cinéparks, on en a fait 4. Hey, c'était comment, ça? Parce que j'ai eu la malchance parce que je suis pas connu, mais en même temps, la chance, j'ai l'impression de pas l'avoir fait. Ouais. Comment je te dirais bien ça? Tu sais, en fait, il y avait le plaisir de tourner sur scène.
La seule chose que je pense que ceux qui l'avaient organisé aussi, c'est que, tu sais, les gens pouvaient pas... Tu sais, moi, quand j'ai dit, oh, on va le faire, je me disais, les gens vont amener des chaises pliantes, vont mettre ça dehors, puis ils vont écouter le show. Mais sauf qu'il n'y a pas de speaker sur scène pour les gens dehors. C'est là que j'ai dit, ah oui, c'est ça, c'est le principe du cinéparc. C'est ça. C'est que le son, il est dans ta radio d'auto. Ah non, okay, comme un cinéparc. Fait que là, j'ai fait, OK. Fait que, tu sais, je pense que si ça avait perduré à cause de la pandémie, je pense que là, il aurait fait le... Parce que, tu sais, ils ont fait après ça à Saint-Eustache, le gros show télé. Oui. Puis t'avais du monde assis dehors. Parce qu'ils avaient installé des speakers. Mais c'est ça, c'était un setup plus comme un festival de musique, là, ça, où t'as des gros setups de c'est son. Ça. Fait que là, les gens étaient à distance, puis il y avait... Sauf que les premiers, il n'y avait pas de système de son extérieur, tu sais. OK. Fait que ça, mais c'était le fun pareil, tu sais, il y a eu... Tu sais, les gens étaient là, ils participaient, puis ça amenait à des affaires qui arrivaient, que tu disais, ça se peut pas que je vive ça, tu sais. Fait qu'on riait avec le public, là. Mais c'est ça l'affaire avec la pandémie, c'est qu'on dirait... On dirait les 2 années de pandémie, tu pouvais avoir les pires shows, mais avec un public qui est juste content d'être là. Oui, tout à fait. Au final, tu sais, on dirait que l'énergie des gens faisait que le pire setup devenait quand même une belle place. Là. oui. Puis, tu sais, ça a été des grands moments d'impro aussi, entre Martin et moi. Vraiment, là, des fois, tu sais, on a joué à l'aéroport de Mirabel. Ils ont monté un setup de cinéparc... sur l'ancienne terrain. Piste, mais où ça a été démoli, là, il y a comme un terrain. Mais il y a encore des avions qui décollent. FedEx, tu sais, tous les commerciaux. Fait que là, tu fais ton show, puis là, juste on parlait. Oui, on parlait. Ouais, c'est ça, le gars de... Et là, écoute, rire, là. Et là, le public, tu sais, mais tu te disais, ben, je suis content que ça ait eu lieu. Tu sais, ça a fait un moment qui était le fun. Nous autres, on a improvisé là-dessus, on trouvait des gags live. Puis on s'est dit, ben, c'est comme... J'aimais ça parce que ça nous sortait un peu de ce qui était écrit, puis que... Il était écrit, mais là, tu as des réactions de gens, mais ils sont dans des autos, tu sais. Fait que là, tu fais, OK, là, on est ailleurs. Là, les gens, ça klaxonnait, ça flashait les lumières, les avions, on n'y revenait pas. Fait que il y avait quelque chose de... Ben ça, c'est que le public, des fois, il réalise aussi quand les conditions sont tough, là, tu sais. C'est... Puis ça faisait des shows qui étaient différents, tu sais. C'est sûr que les gens sont là, puis ils font, OK, ça arrivera plus, ça, ce moment-là. Là. Ah oui, exact. Il y a juste nous autres qui vivent ça, là. On voit un show d'humour avec des avions qui décollent autour de nous autres, là. On vit un moment, ben oui, il y a quelque chose de hyper drôle là-dedans, tu sais. Ah oui, vraiment. Ouais. Ah, mais ça a été une folle année, puis... Ouais. Est-ce que à ce moment-là, vous rouliez votre tournée, le dernier show? On était à la fin de Juste Dominique et Martin. OK. Il nous restait à peu près une douzaine de dates qu'on remettait dans les débuts de la COVID, qui, à un moment donné, on a comme annulé. On en a rejoué quand le premier été de l'année 1 de la COVID, on est retourné à Magog avec la distanciation en salle, là, tu sais, là. Fait qu'on est allé à Magog, on l'a rejoué un peu. Mais après ça, on a réarrêté, mais à un moment donné, on était trop loin dans le temps. Ouais. Et j'étais retombé d'un texte, puis par rapport à ce qu'on avait vécu, il y avait des affaires qui étaient hyper banales. Tu faisais comme... je sais pas pourquoi je raconte ça après ce qu'on vient de vivre. Ouais, c'est ça. On dirait que c'était difficile après d'arriver avec des anecdotes de « Hey, des fois, Pompalo est tough quand tu sais, tu fais comme... tu viens de vivre une pandémie mondiale. » Oui, puis tu sais, il y avait des thèmes, tu faisais comme « Ah ouais... on dirait que ça se prête pas à ça. On dirait que fait qu'on a décidé que ça arrêtait. Puis on a décidé qu'on va en écrire un autre. T'sais. Ben oui, effectivement. Moi, je me rappelle, vu que tantôt on parlait de Gala juste pour rire, je me rappelle la première fois que j'ai vu Dominique et Martin. Ouais. C'était, je sais pas si il y avait un... Juste pour rire avait sorti un DVD de 25 ans. OK. Des meilleurs numéros. Okay. Genre, puis dans l'un des DVD, il y avait votre numéro sur l'environnement. Oui, avec la Smart, puis le avec Hummer. la Smart, puis tout ça. Ouais. C'était un crise de bon number, puis on dirait que vu que c'est un souvenir, je voulais en savoir plus sur ce number-là. Parce qu'il me semble que c'est quand que vous l'avez écrit environ, c'était... Mon Dieu. Ouais, là, je ressors de quoi des boulamites, là, mais... Écoute, ce numéro-là sur l'environnement... Écoute, je me demande si c'était pas un numéro genre... Écoute, je sais pas si on l'avait écrit pour une tournée ou s'il est rentré dans une tournée après qu'on l'ait écrit. En gala, genre? Ouais, c'est ça, qu'on l'avait écrit pour un gala, puis qu'après ça, on l'avait comme rentré comme plus tard dans la tournée. Mais je pense que non. Je pense qu'on l'avait écrit,
puis on l'a sorti d'une tournée pour le faire à Juste pour rire. Ou on l'avait écrit... Ben écoute, je sais pas. Mais OK, ouais. Puis écoute, ben honnêtement, je sais pas ça a été quoi le processus d'écriture, je m'en rappelle plus. Mais parce que ce que je me demande, en fait, c'est dans l'année où vous l'avez écrit, oui, l'environnement, on en parlait, mais j'ai l'impression pas autant qu'aujourd'hui. Mais on était vraiment dans le moment de... C'était en Angleterre avec la vache folle. C'est ça. C'était en Angleterre, là, t'avais tous les cas de vache folle, là, que ça, écoute, c'était épouvantable. Après ça, t'avais la grippe aviaire avec les poulets ici. T'avais... Puis les oiseaux aussi, il y avait des oies qui pognaient la grippe aviaire, là, tu sais, c'était comme un bout de pas le fun, là, avec tout ça. Puis t'avais comme... ça, là, t'avais comme les Hummer qui se vendaient beaucoup, puis t'avais les Smart qui sortaient tranquillement, avec t'avais qu'à l'époque, la réponse au réchauffement climatique, c'était on va faire des petites voitures. Puis les gens, dès qu'ils s'achetaient une Smart, une semaine après, ils faisaient comme... Ouais, c'est comme pas pratique. Non, vraiment pas. Tu sais, mais tu sais, c'est parce que je pense une Smart, c'est une voiture de ville. C'est une voiture pour te déplacer en ville, pour... Tu sais, mais quelqu'un qui habite comme à 1h30... il s'en fout, là, il va pas en acheter. Fait comme, tu sais... Ben, c'est dans les débuts, mais c'est correct aussi, parce que ça a amené plein d'affaires, tu sais. Ça a amené plein d'avancements, les Smart, puis même, tu sais... les Hummer, à un moment donné, quand tu voyais ça, tu te disais que moi, il me semble que ça doit polluer pas mal. Fait qu'il y a eu une prise de conscience. Mais nous autres, on était là-dedans. Fait que je pense que c'est ça qui nous a amené à écrire ce numéro-là. Puis, tu sais, souvent, nos numéros commençaient par les contrastes entre moi et Martin. Puis, tu sais, ça a été, au début de notre carrière, ça a été le physique. Tu sais, on a joué beaucoup là-dessus sur lui, il est costaud, il est plus gras, plus gros que moi. Moi, quand on a commencé, j'étais minuscule. Là. Je pesais... Je pense que j'ai rencontré ma blonde, je pense que je pesais 107 livres. Là. 110 livres. C'était mes cheveux longs ici, tu sais. Puis, fait que, tu sais, au début de notre carrière, j'étais tout petit. Fait que, tu sais, puis après ça, ben, avec le temps, on a joué après ça sur les contrastes mentaux entre nous deux. Plus les valeurs. Ben, le cave, l'intelligent, mais après ça, on a rentré l'intelligence émotive chez un, l'inintelligence émotive chez l'autre. Fait que, tu peux pas mettre sur pied un personnage d'un coup puis qui va faire toute ta carrière avec le temps. Nous autres, on travaille avec Guy Jodoin qui a fait exploser nos personnages de scène. Là. Il a fait 2 mises en scène de tournée, nous autres, puis il a vraiment... C'est sur quel show qu'il a travaillé? Il a fait Dominique et Martin Inséparables et Dominique et Martin Fou. OK. Ouais, les 2 shows qui se sont suivis. Puis ça a été, écoute, vraiment, là, il a vraiment développé nos personnages. C'est quoi le déclic qui a permis de faire à ce niveau-là? Ben, tu sais, nous autres, on était beaucoup dans les textes. C'était de faire rire avec des punchs, là. Il fallait que tu aies un punch. C'est souvent ça en humour, là. Souvent, quand tu commences, t'es comme, faut que mes jokes soient bonnes. Ouais, puis Guy a dit, il nous a appris à faire rire avec juste des regards entre nous deux, des silences, des réactions par rapport à l'autre dit, parce que souvent, on était comme... T'sais, on écoutait ce que l'autre disait, mais la réaction était dans l'écrit. Puis Guy disait, ouais, mais il faut que tu fasses comme si c'était la première fois qu'il te disait ça. Tu peux pas faire, puis accepter, que ça n'a pas de bon sens ce qu'il vient de dire. Fait réagis. Fait, ouais, c'est un cave qui vient de me dire ça. Puis après ça, fais ta ligne, mais là, on fait, ah oui, c'est vrai, faut faire, à tous les soirs, faut faire comme si ce qu'on racontait, c'était la première fois qu'on parlait de ça. Puis si c'est la première fois, ben, faut que j'acquiesce à ce qu'il dit, ou faut que je l'arrête, ou il faut que... Même chose pour lui. Il faut qu'il y ait eu un naturel dans l'interaction. Faut vivre. C'est 2 gars qui... La première fois que quand tu parles avec tes amis, un souper, tu répètes pas. Puis ton ami dit de quoi, tu vas réagir. Mais nous autres, c'est ça. Mais c'est ça tous les soirs, faut faire. Mais ça, on dirait que ça me donne... ça vient de me faire penser à quelque chose, mais il y a un duo d'Américains que je trouve vraiment trippant qui s'appelle les Lucas Brothers. OK. Je sais pas si t'en as entendu parler. Non. C'est 2 jumeaux qui font du stand-up ensemble. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de dynamique en humour. Souvent, en duo, t'as la dynamique clown noir... clown rouge, clown blanc. Je sais pas d'où j'ai sorti ça. Le clown blanc, clown rouge. On dirait que j'aurais envie de faire des jokes là-dessus, mais non. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va sortir de joke du clown noir qui peut être comme acceptable. Ouais. Je pense qu'on va juste oublier. En fait, on va faire ton cours d'écriture, on va faire ça, gars. C'est ça, on enlève ça. Ça. Mais c'est ça, puis non, eux, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas la dynamique de même. Eux, c'est, vu qu'ils sont jumeaux,
les deux ont un peu la même attitude, un peu le même delivery. À peu près le même personnage. À peu près le même personnage. Mais ce qui est incroyable, c'est justement cette espèce de synchronicité qu'ils ont que... Tu sais, on dirait qu'ils font juste jaser puis chiller. Puis tu sais, les gars, c'est des gros poteux. Fait que tu sais, ils ont l'air vraiment juste chill, tout ça. Mais en même temps, autant ils font du stand-up comme s'ils s'en foutaient puis ils venaient juste de te parler. Autant des fois... Ils parlent en même temps, ils disent des punchs en même temps, que c'est comme rodé au quart de tour. Ils se répondent un à l'autre, ils finissent leurs phrases. Puis c'est ça qui est nice, c'est que ça crée... Tu sais que les gars ont sûrement fucking travaillé ce qu'ils font pour que ce soit tête de même. C'est sûr. Mais le personnage, puis justement le naturel, fait qu'ils ont de l'air de te raconter ça comme s'ils venaient de débarquer, puis t'es comme, hey, on vient de penser à ça, puis c'est chill. Mais tu sais, c'est comme l'humour absurde, tu sais. Pendant longtemps, les gens disaient, l'humour absurde, c'est facile, tu dis n'importe quoi. Puis tu fais, non, c'est... vous avez travaillé avec les Denis. Oui, tu sais, s'il y a quelque chose qui est. Tu sais, il faut que ça soit tête. Tu sais, c'est faire de l'humour absurde. Faut que tu ailles faut que tu ailles moi, je te dirais bien ça. Faut que tu l'aies toi-même la clé d'être bon pour faire de l'humour absurde. Oui. Tu sais, il faut vraiment. Puis après ça, c'est tout le travail que tu mets là-dedans. J'ai l'impression que c'est carrément un cerveau humoristique différent. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai l'impression que ça, c'est l'affaire. Tu le vois dans la cour de l'école, vu que t'es prof. Tu sais, comme on dit. Tu dis, moi, j'ai. Non, c'est vrai. Script éditeur. En fait, moi, je me vois plus comme un coach. Genre, t'as-tu des questions? Je peux-tu t'aider sur quelque chose? Oui, parfait. Je vais t'aider. Prof, c'est parce qu'on dirait que j'ai pas été à l'université. Je l'ai pas le cadre. Mais en même temps, je pense qu'il y a bien des profs de l'école de l'humour qui n'ont jamais eu de cours de pédagogie, mais qui sont des experts. Ouais, mais tu sais, je pense qu'il y a ceux qui ont suivi comme des cours de théâtre, il y a comme cette fibre-là de prof. Moi, je me vois pas enseigner les choses. Parce qu'on dirait que pour moi, dans ma tête, enseigner, c'est comme ça, c'est comme un prof de maths. Le prof de maths va dire, bon, la racine carrée de... Tu peux pas lui dire, il me semble que je la ferai autrement, la racine carrée de 6. Ouais. Il faut faire, non, tu peux pas. C'est ça. C'est comme, c'est de l'acquis. Tandis que dans les arts, il n'y a pas d'acquis. Je pense que les professeurs en art, en général, je pense qu'ils sont là pour guider. Ils sont là pour puis apprendre à te concentrer sur toi, puis à apprendre qui t'es comme artiste, puis développer ça, t'aider à développer ça, tu sais. Fait que... on peut rentrer dans le sujet tout de suite, mais pour justement l'expérience que là, on a travaillé ensemble grâce à l'école de l'humour. Je pense que c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup de ta job de script edit, c'est vraiment... On dirait que t'es jamais dans le jugement, on dirait que c'est tout le temps comme, OK, c'est ça ton idée, on va voir comment on peut l'amener, puis comment on peut l'améliorer, mais ça, c'est vraiment... Oui, mais parce que c'est pas... Tu sais, je veux dire, ton idée, si tu penses à faire quelque chose, tu sais, je dis toujours, il faut que ça parte d'une émotion, en partant, parce que, pour ma part, comme humoriste, je trouve ça dur d'écrire un texte quand quand l'idée est juste cérébrale. Quand ça vient pas me chercher, je fais comme, OK, qu'est-ce que je peux... Fait que moi, c'est ma manière d'écrire, mais... Tu sais, mettons, j'ai juste un gag sur un thème, mais ça part du titre que ça me met en colère, que ça me fait rire, que je trouve niaiseux. Ça part vraiment d'une réflexion. Je pense que je vais être capable de faire un bout. Des fois, c'est un 2 minutes, des fois, ça peut être un 20 minutes. Bon. Fait mais je me dis, si toi, tu proposes ce texte-là, c'est parce que ça part de quelque part. Fait que je me vois bien mal dire, non, fais pas ça. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Tu sais, fait que je fais, OK, ben oui, ben écoute, on va voir où est-ce qu'on peut aller avec ça, tu sais. En fait, je pense plus là pour guider, puis essayer de donner des outils quand je suis capable, parce que des fois honnêtement, tu sais, je peux arriver et dire, ben écoute, je sais pas moi comment je peux t'aider. Fait que tu sais, souvent, peut-être c'est arrivé en travaillant tes textes, mais tu sais, genre, on va plus poser des questions. Pourquoi? Pour essayer de comprendre, parce que je sens que pour l'instant, je suis comme pas capable d'aider. Puis là, des fois, ben, après 2-3 questions, je fais, OK, non, oui, là, je peux, tu sais, puis... Fait que c'est vraiment ça. Je me vois plus comme un guide par rapport à ce que vous voulez faire, plus qu'un guide général sur l'humour. Je suis le guide. Suivez le guide. J'ai les connaissances. C'est ça, suivez le guide. Mais puis, une affaire, je me demande, parce que là, justement, tu travailles avec la nouvelle génération, d'une certaine manière. Puis, c'est comment, justement, tu peux observer notre manière de créer, tu peux observer, justement, comment on écrit. C'est quoi les grosses différences, mettons, que tu vois entre cette nouvelle génération-là qui s'en vient, puis l'humour quand toi t'as commencé? En fait, quand j'ai comme, tu sais, depuis une couple d'années, je te dirais depuis à un moment donné, on avait fait une tournée qui s'appelait le Comic Club de Dominique et Martin. C'était une tournée, puis on avait d'autres humoristes avec nous autres. Il y avait Pierre Hébert, Guillaume Wagner, puis tout ça. Et on s'est rendu compte que eux autres, il y avait beaucoup de connaissances par rapport à ce qui se faisait en humour
à cause de ce que nous autres, on n'avait pas quand on était jeunes, c'est-à-dire l'Internet et la facilité d'aller voir. Tu sais, Guillaume Wagner, il me parlait d'humoristes qui avait été voir à New York, dans des comedy clubs, tu sais, que j'avais jamais été à New York juste pour aller à New York de ma vie. Tu sais, il y avait... oh mon Dieu, tu sais. Fait il y avait comme un gap là-dedans. Et je me rends compte que vous baignez beaucoup dans l'humour. Si vous êtes beaucoup là-dedans, vous avez beaucoup de choses de vous autres, vous avez accès à de l'humour facilement à cause de, l'Internet, mais la télé aujourd'hui en produit beaucoup. Fait que ce que nous autres, on n'avait pas, fait que moi, j'apprends beaucoup et rapidement à votre contact. Tu sais, votre manière d'écrire, votre manière de vous présenter sur scène. Tu sais, vous avez vraiment une conscience humoristique. Puis vous, je pense, à cause de tout ce qui vous entoure, vous tâtonnez moins longtemps. Vous apprenez plus rapidement sur les nouvelles manières de faire de l'humour, mais votre manière à vous de faire de l'humour. Tu sais, je pense que vous vous trouvez rapidement au contact de tout cet humour. Moi, j'apprends juste dans l'écriture. Là, après ça, je retourne à écrire pour Dominique et Martin. Puis, tu sais, il y a des nouveaux procédés. Tu sais, je me dis, OK, ouais, ça, je pense que je pourrais aller là. Tu sais, des fois, vous abordez des thèmes que je fais comme... Tu sais, ça me touche. Comment ça se fait? Moi, j'en ai jamais parlé. Tu sais, j'ai-tu une pudeur d'humoriste de 50 ans qui ose pas? T'as-tu des exemples de sujets que... justement, en fait, tu sais, on a toujours... Les jeunes nous ont toujours vus comme des humoristes qui... tu sais, beaucoup de monde nous a dit, vous autres, vous êtes pas méchants. Hey, vous autres, vous êtes fins. Je sais qu'on fait un humour qui est rassembleur. Je sais que dans mes salles, souvent, j'ai des enfants avec le parent et le grand-parent. La même famille puis la même famille va rire. Puis, tu sais, peut-être qu'ils riront pas aux mêmes endroits. Mais ils vont rire. Mais, tu sais, ils vont... Puis, on s'est rendu compte qu'avec le temps, qu'on prenait beaucoup... Tu sais, les premières années, on prenait peut-être pas position, mais on le faisait peut-être de manière plus naïve. Aujourd'hui, je pense qu'on dit les choses plus que de l'imager puis que ça reste comme... Tu sais, je vais donner un exemple. Notre premier spectacle, on faisait un sketch, ça s'appelait L'Urgence. Puis c'était deux personnages parce que dans les premiers spectacles, on faisait des personnages. Et c'est un gars à l'urgence, puis maintenant, moi, je fais le gars à la salle d'attente. Martin, il fait quelqu'un qui attend à côté de lui. Puis là, Martin, il a comme il s'est comme coupé un peu, il a comme un petit bandage. Fait que là, ça dure 2 minutes, la lumière ferme, on va faire un autre numéro, on revient plus tard. Encore le gars de l'urgence, Martin, puis là, il y a comme un gros bandage, là, tu vois qu'il n'a pas passé encore. Fait que là, puis ils ont juste ajouté des couches. Ouais, c'est ça, parce que là, ça va pas bien. Fait que là, on fait ça coupe, puis ça augmente, puis à la fin, quand le numéro, je suis juste avec un squelette. Le gars, il est mort à l'urgence. Puis c'était une manière de parler de l'attente dans les urgences, à quel point ça n'a plus de bon sens, tu sais, dans ce temps-là. Mais ça, je te parle en 99, là, tu sais. Ouais, exact. Fait que c'était déjà ça, l'attente, tu sais. Fait que c'était un peu de même qu'on prenait... On parlait d'actualité, qu'on prenait position, genre, sur, mais c'était jamais comme... Mais c'était du sous-texte, c'était pas genre... C'était du sous-texte. Là, aujourd'hui, je pense qu'on prend plus position, on dit les choses. Il y a des affaires qui nous tombent sur les nerfs, on va le dire comme ça nous tombe sur les nerfs. Je pense qu'on s'assume plus comme personne qui a des opinions sur certains sujets, tu sais. Puis qui va plus les dire. T'sais, mais c'est sûr que ça reste dans les personnages de Dominique et Martin. Les gens ne vont pas venir voir un show faire « Bon, c'est qui ces deux gars-là? Je les reconnais plus pantoute. Ça reste les deux personnages, mais les deux personnages s'en permettent un peu plus. Mais tu sais, on se rend compte que quand tu es en duo, quand, mettons, moi je dis de quoi, puis Martin est outré, ben ça passe. Parce qu'il y a quelqu'un pour ramener ce que je dis par rapport à mon propos, tu sais. Puis il veut pas, en duo... Souvent, il y a 50% des gens qui vont être d'accord avec moi, puis 50% des gens vont être d'accord avec Martin. Mais c'est un peu ça, j'ai l'impression, la force, c'est que, tu sais, souvent, c'est le fun. Tu sais, mettons, j'ai l'impression, quand on regarde des sketchs, quand on regarde la télé, tu sais, puis qu'il se passe des trucs fucked up, tu sais, souvent, ils vont mettre un personnage qui réalise que tout autour de lui est fucked up pour que le public se rejoigne à lui, s'identifie à cette personne-là, puis que le tout devienne plus drôle. Mais on dirait que c'est ça qui est la force d'un duo, c'est que, justement, on dirait que si vous étiez tout le temps d'accord sur tous vos personnages... Ça serait moins drôle. Là, c'est comme si Martin dit quelque chose que le monde trouve ça n'a pas d'allure, ben ils peuvent s'accrocher à toi qui est comme ça n'a pas d'allure, autant l'inverse. Ben, c'est comme dans des discussions avec des amis. Tu sais, je veux dire, tu vas parler avec tes amis, tu dis, moi je suis pas d'accord. Moi je trouve que tu parles de hockey avec un de tes amis. Tu dis, moi je l'échangerais Price. Ben non, Price, on en a besoin. Mais tu sais, un duo, c'est ça. Un duo, c'est deux gars qui voient pas les choses de la même manière. Puis même des fois, en voyant pas les choses de la même manière, vont se rejoindre, mais des fois, ils se rejoindront pas pantoute, là. Tu sais, nous autres, on a joué
longtemps sur hey, non, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Puis, tu sais, des fois, on se rejoint, on est d'accord, mais on n'est pas d'accord au même niveau, genre. Tu sais. Exact. Mais c'est ce qui est le fun d'être en duo. C'est que tu peux te confronter avec quelqu'un, tu sais. Oui, exact. T'as quelqu'un qui te donne une réplique, là, tu sais. C'est ça, alors que j'ai l'impression, tu sais, humoriste solo, souvent on est vraiment plus comme, bon, là, c'est moi qui ai le stage, c'est moi qui dis mes affaires. Ouais. Ce qui fait que la personne qui est pas d'accord avec toi, il y a tout le temps une manière d'aller les rechercher, mais... Oui, mais faut que tu acceptes qu'il y en a dans la salle qui ne seront pas d'accord. Ben oui, exact. Tu sais, ça vient avec le métier d'humoriste, tu sais. Mais c'est que, mettons, il n'y aura pas quelqu'un à côté de moi pour faire l'autre aspect, l'autre point de vue, puis que cette personne-là soit capable de faire « Ah, ben j'ai quand même du fun en ce moment. » Ouais, mais tu sais, nous autres, on enlève le côté, bon, je sais qu'il y a pas des gens qui sont pas d'accord avec moi, c'est ça, on l'enlève automatiquement parce que le pas d'accord, il est là. Exact. Ou c'est moi. Tu sais, il est tout de suite. Fait que là, tu t'as pas besoin de dire, je sais qu'il y en a qui seront peut-être pas d'accord. Ben, il est là. T'as pas à l'accuser. Non, c'est ça. Puis, mais là, justement, on a parlé beaucoup du positif. Mais y a-t-il des affaires maintenant que tu vois qui sont peut-être, je veux pas dire moins bonnes, là, mais tu sais, mettons des mauvais plis dans la nouvelle génération ou. Des mauvais plis, non. Mais en fait, je pense que tu sais, je veux dire, si. Je pense que le métier change en même temps que la nouvelle génération arrive. Tu sais, dans tous les métiers, il y a des côtés, tu sais, peut-être plus sombres, moins le fun, mais tu sais, je veux dire, je trouve que notre métier, il évolue bien. Je trouve que, tu sais, écoute, il n'y a jamais eu autant, on disait, de soirées d'humour, il n'y a jamais autant d'humoristes, puis variés. Tu sais, c'est pas tout le même genre d'humour. Tu sais, la palette est grande, l'éventail est très grand. Je sens que pour gagner ta vie, tu n'as plus besoin d'être obligé de sortir une tournée. Je pense que tu peux gagner ta vie dans ce métier-là. En plus, du talent humoristique, c'est pas juste de faire de la scène. Tu sais, moi, j'ai connu, avec les années, tu sais, des auteurs, du monde qui font des pamphlets, tu sais, du monde qui écrivent, puis qui veulent pas nécessairement faire de la scène, qui veulent juste faire de l'humour, mais eux autres faire de l'humour. Puis après ça, tu sais, les podcasts, tu découvres du monde là-dessus qui sont drôles, tu sais, fait que le métier change énormément. Mais ça va rester que va toujours, peu importe le médium dans lequel tu vas faire de l'humour, le but, c'est de bien le faire. Tu sais, c'est juste ça. Si c'est « Ah, mais ça marche, je vais le faire, puis good », non, ça marchera pas, tu sais. C'est toujours de bien faire les choses, puis l'exemple est là, il y en a, puis ça marche. Oui, puis c'est le fun de voir, justement, comme tu dis, que tu peux avoir tellement d'humoristes, tellement de variétés, puis que là-dedans, tout le monde soit capable de quand même bien vivre leur vie. Mais tu sais, le but, c'est ça, là, avec, tu sais, quand tu pratiques n'importe quel métier, tu sais, ton but dans la vie, c'est d'être capable d'envie, de dire, hey, je vais pouvoir le faire ça, puis ça va me permettre de pas être obligé de faire d'autres choses pour pouvoir faire ça, tu sais. C'est un peu ça, tu sais, le but, c'est ça. Fait que quand ça arrive, ben, c'est la plus belle des nouvelles, là. Oui, vraiment. Ouais. Carrément. Aussi, je voulais parler, t'es un grand passionné de cinéma. Oui. T'es un grand tripeux, ben t'en as parlé un peu avec Louis de Funès. Ouais, ben moi j'ai étudié en cinéma à Saint-Jérôme. OK. Ouais, j'ai fait un an et... Je n'ai pas fini mon cégep, mais j'ai fait un an, à peu près un an et quart, là. Puis, ouais, parce que j'aime beaucoup le cinéma. Je voulais devenir réalisateur. OK. Ouais, mon but, c'était de réaliser des films. Mais en fait, moi, j'aime beaucoup... en fait, j'ai vraiment une attirance pour le cinéma américain 70-80, années 70, années 80. J'ai été élevé avec Breakfast Club, ce genre de film générationnel là, qui dit c'est ça votre génération. Puis là, quand tu te reconnais, écoute, tu perds connaissance. C'est comme le monde avec Harry Potter, ceux qui ont en fait comme... Mais après... Je ne veux plus rien voir d'autre. Oui, c'est ça, que c'est vraiment une belle image de c'est quoi les jeunes. Ah ouais, moi c'était ça, moi c'était Ferris Bueller's Day Off. Oui. Après ça, Back to the Future. Il y avait comme, Ferris Bueller, on fait tout, foxé une journée d'école, puis que ça finisse sur un char allégorique en train de chanter Twist and Shout, puis tout le monde crie « Ouais! » C'est ça, moi, c'est tout ça qu'on voulait quand on était C'est tout jeunes. le rêve de tout le monde. Ben, comme tout, justement, Harry Potter, tous les jeunes, c'était d'avoir un hibou qui vient déposer ta lettre de Poudlard. Fait que c'est ça, fait que j'étais allé en... Puis je me suis rendu compte que j'avais pas de talent en réalisation. Ah ouais? Non, j'ai fait comme... Puis, vu que... J'ai fait comme... Puis on dirait que voir comme un peu
l'intérieur de la réalisation. J'ai fait « Ah non, on dirait que c'est pas ça que je m'imaginais. » C'est difficile, hein? Mais c'est là que, il y avait un cours, c'était écriture cinématographique. Et ça, j'ai commencé à triper un peu là-dessus. Fait que l'écriture, c'est rentré tranquillement. Puis après ça, avec l'école nationale de l'humour, j'ai développé plus le goût de l'écriture. Mais vraiment, je tripe sur le cinéma. Mais vraiment, moi, j'ai des films, j'en ai vu. Le même film, là, je peux le revoir et le revoir et le revoir. C'est une affaire que j'ai jamais compris. Moi, on dirait que quand j'écoute le film une fois, je l'ai dans ma... En fait, non, ça dépend. Il y a des films, des fois, qui ont des détails que je suis comme, je vais le réécouter parce que je sais que je vais catcher de quoi en le revoyant. Mais il y a beaucoup de films, des fois, que je suis comme, hey, une fois, j'ai su c'était quoi l'histoire et l'intrigue, I'm good with that. Okay. Ouais, non, je sais pas. Moi, je pense que c'est un toc. En fait, je pense que c'est un toc de ma génération. Je pense qu'on est trop. Je pense que notre génération, la génération X, je pense qu'on est très nostalgique. OK. Ben, en tout cas, je ne veux pas tout mettre les X dans la nostalgie, mais moi, je suis quelqu'un de très nostalgique. Moi, là, Forrest Gump, écoute, si je ne l'ai pas vu 50, 60 fois, je ne l'ai pas vu une fois. OK. Star Wars, je les ai vus plein de fois. Le Parrain, j'ai vu ça plein de fois. C'est ça. C'est comme un... Moi, là, ça joue à télé, j'accroche. Je bouge plus. C'est fini. Je l'écoute jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Mais je me demande c'est quoi qui a causé cette différence. Mais tu sais, je veux dire, j'en connais du monde autour de moi, de ma génération qui écoute des films plein de fois. Là, je pense pas que... Je sais pas si c'est une question générationnelle. Mais je pense que c'est vraiment un côté nostalgique. Ouais. Je pense que c'est revivre quelque chose. Je pense que tu te remets dans l'état où la première fois que tu as vu ce film-là. Puis tu sais, pour moi, Forrest Gump, je pense que c'est le plus beau film qui a été fait. Juste sur le plan de l'idée du film. Ben oui, exact. L'écriture. C'est incroyable. Puis la réalisation. C'est vraiment un très bon film, là. Tu sais, l'idée du gars qui est comme le représentant de l'histoire américaine à partir de les années 50, puis jusqu'à mettons, aujourd'hui, tu sais. Il y avait quelque chose de très intelligent puis de magnifique dans cette idée-là. Ouais, puis du personnage niaiseux, mais qui est genre un témoin tellement important de l'histoire. Oui. Mais qui le réalise jamais. Non. C'est ça. C'est vrai qu'il y avait vraiment une beauté. Ben, moi, Forrest Gump, c'est un de mes films préférés, si c'est pas mon film préféré. Là. C'est vraiment. Non, mais c'est ça. Des films, genre. Écoute, j'ai ça. Quand ça. Tu sais, même. Tu sais, je dis avec des films américains 70-80, mais. Même aujourd'hui, il y a un film, puis je sais pas pourquoi, puis en plus, il passe énormément de fois à TVA Sport. Puis moi, les films sportifs, j'aime beaucoup ça. Tu sais, là, les films sur le football américain, tu sais, le baseball, les héros du sport. Mais en sport, il y a beaucoup d'histoires que tu fais comme... Tu sais, les biographies, là, tu sais, c'est des belles histoires. Mais le film, en ce moment, là, c'est même pas biographique, là, mais je sais pas pourquoi j'ai... Le repêchage avec Kevin Costner. Je l'ai pas sur vu. La NFL. Écoute, je le vois dans, mettons, quand je regarde qu'est-ce qu'il va jouer à la télévision, elle l'enregistre. Ok, tu fais genre, je vais le regarder un autre des fois, je sais qu'il va jouer, puis je vois qu'il n'y a pas d'autre chose. Je me mets live dessus, puis j'écoute. C'est quoi l'histoire du repêchage? C'est un gars, c'est le directeur gérant des Browns de Cleveland. C'est la journée du repêchage. Il y a le choix numéro 1. Il est supposé repêcher le corps arrière numéro 1 qui s'appelle Bo Callahan. Il a le nom, Bo Callahan. Il est supposé de le repêcher. Puis là, lui, dans sa tête, il fait non, mais tous ces dépisteurs font non, Bo Callahan. Puis là, il fait des téléphones, parle aux joueurs. Puis là, il en apprend de plus sur les joueurs sur le joueur que lui veut repêcher, mais qu'on ne sait pas c'est qui. Puis à un moment donné, on l'apprend. En fait, on sait c'est qui, mais on ne sait pas s'il veut repêcher comme premier choix total. OK. En tout cas, parle avec les joueurs, se rend compte qu'il y a des histoires. Puis là, finalement, il repêche le joueur que lui voulait. Là, tout le monde fait ça n'a pas de bon sens. Puis là, il se recule dans le repêchage. Finalement, il retrouve des choix. Mais là, le premier choix, Bo Callahan, il n'est pas repêché. Puis là, il descend. Puis là, il se rapproche d'un autre choix que lui a. Puis là, il se rend compte qu'il a donné 3 choix à une autre équipe. Il va les rechercher pour lui dire, gars, tu vas l'avoir, ton Bo Callahan, celui que tu veux. OK. C'était vraiment, ben moi, je l'explique de même, ça a l'air plate. Tu fais, OK, c'est juste comme du monde qui s'appelle, de dire, je veux le 2e, je veux le 3e choix. Mais moi, c'est parce que je suis aussi un gars que quand je joue, mettons, aux jeux vidéo, mettons, au hockey ou au football,
Je prends toujours, moi, le mode dynastie directeur-gérant. Ouais, le mode gérer du... Ouais, moi, je fais juste comme essayer de repêcher du monde, juste les échanger. Puis là, je fais mes saisons sur... le mode automatique. Ouais, automatique, ça joue tout seul. Puis je fais, j'ai pas de bonne saison. J'ai pas mon point congédié. Ça va pas bien, mon affaire. Puis on arrive au repêchage. Je fais, OK, qui c'est, je vais repêcher. T'sais. Mais ça, c'est un univers que, genre... que je trouve intéressant, mais que j'ai jamais pu comprendre à cause que j'écoute pas assez le sport. Mais tu sais, tout l'univers du repêchage, puis des troisièmes rondes, les premiers picks, les... Ben, je te dirais que la NFL, c'est comme une planète. C'est ça, hein? Parce que c'est un gros... Tu sais, la NHL, c'est un gros show aussi. Mais la NFL, c'est... c'est un autre game, là. C'est aux États-Unis, c'est américain. C'est ça. Tout est exagéré. Tu sais, puis ils signent ils ont des bonnies de repêchage de première ronde épouvantables. Tu sais, fait mais c'est ça, il y a comme... C'est ça, c'est dans la culture américaine. C'est comme... Moi, je vois ça vraiment... moi, je vois ça comme un film. Moi, ça me distrait énormément. Ben oui, j'imagine. Surtout quand tu connais les codes de... Comment marche un repêchage, de voir justement toutes les behind the scenes de ces histoires-là. Moi, j'aime beaucoup la NFL. Là, j'écoute beaucoup de matchs. Puis, fait que tu le sais, une équipe, elle a besoin de quoi quand elle finit sa saison, puis elle n'a pas été capable de participer aux séries. C'est parce que, mettons, je sais pas, moi, sa ligne offensive, elle faisait pas le travail parce qu'ils ont un bon corps arrière, mais ils n'ont pas. Puis là, tu te dis, au repêchage, c'est ça qu'ils vont aller chercher. Puis là, tu regardes les meilleurs joueurs qui sont de l'équipe. Tu sais, fait mais ça reste que j'aurais pas besoin de faire ça, tu sais. Je pourrais mettre mon temps sur d'autres choses, tu sais. Mais en même temps, moi, c'est du temps avec ma famille, genre, mais ça, on pourrais, peut tout faire ça, on a toutes ces affaires-là, tu sais. Moi, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que, tu sais, moi, j'écoute pas beaucoup de sport, mais surpris, j'écoutais beaucoup de sport électronique, les gens qui jouent professionnellement aux jeux vidéo. Puis moi, ce que je trouve extrêmement drôle, c'est à quel point dans le sport, ça s'est complexifié parce qu'à un moment donné, ils ont fallu qu'ils gèrent les trades, sinon il y a des affaires qui n'avaient pas d'allure. C'était épouvantable. Mais c'est ça. Moi, j'ai changé des joueurs dans des jeux vidéo, là. C'était épouvantable tout ce que j'avais. Puis le moment, ils ont fait comment? C'est pas réaliste, le jeu qu'on a créé. Mais moi, l'affaire, c'est que, mettons, dans les vraies compétitions professionnelles de jeux vidéo, tu sais, eux, ils ont pas de règles, là. Ça a été inventé il y a 2 minutes, là. Fait que des fois, ils font des trades. Il y a un joueur québécois, que j'aimerais vraiment recevoir au podcast. Ce gars-là, il joue au jeu League of Legends. Puis ce gars-là, je pense qu'il est devenu le plus gros trade de l'histoire du jeu vidéo électronique. Il a été payé 1 million, ce qui est pas beaucoup dans le domaine des sports, mais dans le domaine du jeu vidéo. C'est ça. Puis, c'est que, tu sais, mettons, ce gars-là, il a été payé 1 million, alors que, mettons, le monde en moyenne... Ces joueurs-là, en moyenne, sont peut-être payés, je sais pas moi, 300, 400 000. Puis, tu sais... Pour jouer dans une équipe? Pour jouer dans une équipe, juste pour qu'une équipe aille le pogner, parce que t'es comme, je le veux vraiment, lui. Je le veux, puis c'est un joueur québécois qui a été pick, puis... Mais moi, il y a un moment donné, il y a un arcan plus jeune, au début, dans les débuts avec ma conjointe, dans sa famille, elle a des neveux qui jouaient le jeu vidéo, j'ai aucune idée c'est quoi. Ils jouent à des jeux vidéo, puis ils bâtissent des personnages. Les personnages ramassent de la force, ramassent des épées, puis là, à un moment donné, ils changent de catégorie. Ça doit être un jeu de rôle. Ça doit. Classique. Et à un moment donné, il a vendu son personnage. Je pense il l'a vendu à quelqu'un d'autre qui voulait l'acheter pour jouer avec, puis il a vendu ça. Une couple de mille. Oui, mais c'est. Oui, je pense, je sais, c'est sûrement genre World of Warcraft ou un jeu de même. Mais j'en revenais pas, j'étais là. Attends une minute, là. Attends, mettons, moi, je joue à Sims, là, puis je me bâtis comme un gars, là, à Sims. Puis là, tu me dis que dans 7 ans, là, il est tellement hot que je pourrais vendre mon personnage que j'ai créé juste en jouant le samedi soir. Mais les autres, c'était plus que ça, les joueurs. C'était pas juste le samedi soir pour le fun. Les autres, ils étaient vraiment pas. C'est ça, il était intense dedans. Mais je capotais, là, j'étais. Puis il a vendu un personnage. Ben moi, ce que je trouve fou en ce moment, c'est, mettons, les jeux comme Fortnite, qui ont des skins, tu sais, que c'est juste genre comment le personnage ressemble. Mais eux, c'est comme ça qu'ils font leur cash, là. C'est genre, on va faire des collaborations pour avoir des skins de films des années 80. On va avoir genre des... Tu sais, mettons, ils ont acheté les droits de la licence Aliens pour avoir des personnages de Aliens que tu puisses jouer dans le jeu. Puis moi, ce que j'ai entendu parler... Tu sais, à quel point ce marché-là est intense. T'as des gens qui vont, mettons, qui ont eu la chance d'acheter un skin qui était, mettons, exclusif pour 1 semaine. Puis là, juste parce qu'ils ont ce skin-là, ils peuvent revendre leur compte pour des milliers de dollars. Genre des gens qui vont payer des milliers de dollars juste parce que lui, sur son compte, il a ce skin-là que j'ai pas pu avoir, puis il est rare. Puis j'ai... Ça...
C'est fou pareil, hein? Mais c'est ça, mais c'est rendu un marché, c'est rendu... Ben oui. Tu sais, les jeux électroniques, je pense qu'ils parlent les rentrées aux Olympiques, là. Ouais. Ils parlaient de ça un moment donné, de dire, est-ce que ça va voir le jour un moment donné aux Olympiques? Là, on dirait que même moi qui a aimé ça pendant une période, qui en regardait, on dirait que... Je sais pas, on dirait que les mettre dans les Olympiques, je suis pas sûr. Ouais. On dirait qu'il faudrait carrément créer une affaire à part. Genre, j'ai pas l'impression que c'est la même... mais tu sais, j'ai l'impression que c'est le même discours quand il y a... Moi, quand j'étais là, je faisais du skate, tu sais, puis... moi, j'ai commencé, là, c'était Tony Hawk, Guerrero, toute cette gang de Powell Peralta qui était là. Puis ça commençait à parler, puis tout le monde disait, voyons non, du skate aux Olympiques. Voyons, ça arrivera jamais. Voyons, puis on l'a vu. C'est une planche à roulettes. Voyons, puis je pense que ça rentre là. Ben, c'est déjà rentré. Prochains Olympiques, non, ils les ont fait des derniers Olympiques. En fait, j'ai vu la compétition, puis c'était incroyable. Ah, c'est fou, là. Puis moi, ce que j'ai trouvé incroyable aussi de la compétition, c'est le fait que les meilleurs athlètes dans la catégorie, souvent, avaient genre 13 ans. Ah oui, non, c'est ça n'a pas de bon sens. Moi, tu sais, quand j'étais jeune, là, on faisait du skate, là, puis c'est ça, on avait comme 4-5 gars, on avait toute une planche qui représentait un gars de Powell Peralta, tu sais. Okay. J'avais Lance Mountain, là, c'était ma planche, puis j'étais supposément Lance Mountain, mais j'étais pas Lance Mountain pantoute. Mais tu sais, d'autres, on capotait de ce qu'ils pouvaient faire, les gars. Tu sais, ceux qui faisaient du street, ça sautait par-dessus des bancs de fontaine. Aujourd'hui, sauter une bande de fontaine, ça par-dessus 4 chars. Tu sais, c'est rendu la base. Ben, comme moi, ce que je trouve fou, c'est l'histoire de Tony Hawk, que c'est comme... Ah ouais. Tu sais, c'est le premier à avoir fait des moves comme, mettons, un 720. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux faire du skateboard professionnellement, un 720, c'est presque la base, tu sais. C'est ça. Puis il avait 12 ans. Là. Il avait 12-13 ans, Tony Hawk, là. D'autres, on capotait, là. Son petit casque, là, puis ses gros genoux, puis il était minuscule avec sa planche. Mais c'était... Ouais, c'est ça. C'est ça. Je me dis, les jeux électroniques, c'est peut-être comme le skateboard dans mon temps, où quand eux autres disaient on aimerait ça faire les Olympiques, mais tu sais, je pense que les X-Games ont aidé, je pense, parce que les X-Games sont vraiment en train de ramasser une grosse part de marché du sport, qui est le sport qui est laissé de côté par l'olympisme, qu'on peut dire. Ça, exact. Fait que tout skateboard, le ski acrobatique, tu sais, puis qui fait ces sports-là, c'est les jeunes. Mais pour les réseaux de télé, pour la vente de commandites, qui tu veux avoir? Les jeunes. Exact. Fait que je pense qu'à un moment donné, ils n'ont pas le choix à un moment donné de mettre, tu sais, de regarder vers ces nouvelles formes de sport-là, puis de les embarquer avec eux autres, parce que sinon, à un moment donné, ils vont juste décrocher, en fait. C'est ça, tu sais. Regarde juste les nouveaux sports qui ont entré, mettons, les sports d'hiver, la demi-lune, en slopestyle, puis tout ça, c'est tous des jeunes. Ben oui. Ils ont tous 17. Il y en a même, je pense qu'il y avait 15 ans. Ouais, ça, c'est incroyable. Tu sais, tu fais comme... Fait que, non, je pense qu'on va en voir plus qu'on pense des affaires de même aux Olympiques. Ouais, mais je le souhaite, j'aimerais ça que ce soit officialisé, là. C'est sûr que ce serait fou. Puis surtout, voir du monde essayer de comprendre ces jeux-là après... De regarder une compétition puis d'être comme OK, qu'est-ce qui se passe dans l'écran en ce moment? Pourquoi il se tire dessus? Mais tu sais, imagine un jeune aujourd'hui qui, mettons le skate, le snow, slopestyle, puis les jeux électroniques puis tout ça. Il fait juste regarder le skeleton. Deux gars ou deux filles, un par-dessus l'autre, sur un petit traîneau à patins, ils font Ah ouais? C'est ça? Ça, c'était un peu dangereux. C'est ça. C'est quoi, là? Tu gagnes une médaille si t'es pas mort rendu en bas? Ben, comme la luge, là, tu sais, le gars au jeu de Vancouver qui est mort pendant les pratiques de luge. Parce que moi, il y a une affaire, je me dis, c'est comme... C'est encore un sport, alors qu'il me semble que pour moi, en tout cas, la prémisse d'aller faire de la luge, c'est d'évaler une pente sans avoir le contrôle sur mon moyen de transport. Oui, exactement ça. Quand je veux dévaler une côte et avoir du contrôle, je vais faire du snowboard, je vais faire du ski. La luge, c'est quand je veux faire la vie m'emmènera. Ouais, mais tu sais, si tu remarques, là, tous les sports qui existent depuis, mettons, le début de l'Olympisme, mettons, je vais prendre l'exemple des sports d'hiver, parce que parce qu'ils sont plus récents que, mettons, été, que c'est des trucs ancestraux. C'est ça. Mais tu sais, mettons, les Olympiques d'hiver, mais tu regardes que les sports qui ont été pratiqués longtemps, c'était souvent des sports qui étaient inaccessibles, qu'il fallait que tu pratiques dans un endroit où il y avait les commodités pour faire ça. Tu sais, du bobsleigh, de la luge, tandis que les nouveaux sports qui entrent, c'est des sports qui sont accessibles pour tout le monde.
tu sais, il y a des montagnes pour faire du ski. Tu sais, moi, j'en ai une à Terrebonne. J'habite à Terrebonne. Il y a une montagne, tu sais. Fait que, tu sais, c'est plus accessible Fait que c'est pour ça que je pense que le public est de plus en plus jeune. Ben oui. Parce que les jeunes, ben, ils ont accès à ça. Fait qu'ils le pratiquent. Puis jeunes, puis diversifiés aussi. Tu sais, que maintenant, t'as des équipes. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui se moquait, mettons, que la Jamaïque a une équipe de bobsleigh. Ouais. Mais c'est le fun, tu sais. C'est le fun que là, ils puissent avoir accès à ces sports-là, que back then, c'était justement, fallait que. Ben, tu sais, moi, mettons, à 15 ans, je fais, hey, moi, là, tu sais, je vais faire du bobsleigh. C'était pas accessible. J'y pensais même pas. Je faisais pas comme, hey, papa, on pourrait-tu essayer de trouver une place de où tu penses je pourrais faire du bobsleigh? Il m'aurait dit, va faire le gazon, là, puis arrête de m'achaler tes affaires. Tu sais, ça existait pas, le bobsleigh. C'était trop loin de nous autres. Mais ça, par contre, des fois, je me pose des questions. Je me demande, là, tu sais, la personne qui est l'expert du javelot, là. Ouais. Comme. On dirait que j'essaie d'imaginer un jeune secondaire qui a fait comme non, je vais pas venir jouer au soccer ou au basketball avec vous, la gang. Je vais lancer du javelot. Ouais. Ben ça, je pense, à part de. Tu sais, moi, mon fils a fait de l'athlétisme. OK. Mais il était en course. OK? Il faisait de la course. Puis je pense que c'est. À un moment donné, tu fais partie d'une équipe d'athlétisme, t'essayes quelque chose. Puis ils font comme. Je pense que, tu sais, mon fils, quand il a commencé, il faisait du 200, il faisait du 200 mètres, du 800 mètres, du 400. Tu sais, puis là, à un moment donné, ils ont fait 400, 200, 400, c'est pas mal, toi. 800, 100, non. Tu sais, fait qu'il précise. Fait que je pense. Puis, y a-tu déjà fait de la compétition? Oui, il faisait de la compétition régionale. T'es allé compétitionner en Ontario aussi à un moment donné. Ouais, c'est ça. Il était bon. Il y avait, tu sais, pour quelqu'un de sa grandeur, parce que, tu sais, il retient pas des voisins. Hein, il est pas très grand. Ma blonde, elle mesure 5 pieds. Je mesure 5 et 6, là, tu sais. Fait qu'il c'est ça. Il est parti avec des petites jambes pour la compétition. Il n'y avait pas de l'enjambé de certains à côté de lui, mais il était tenace. Bon. Tu sais, il était une tête de cochon, puis il courait, il flyait, tu sais. Mais ça, t'as combien d'enfants? 2. T'en as 2? Moi, j'ai des jumeaux. T'as des jumeaux? OK. Un gars, une fille. OK. Ouais. Puis donc, le gars, qui sont rendus à quel âge? Ils vont avoir 20 ans au mois de mai. OK, d'accord. Ils sont vieux, là. Moi aussi. Ça, des vieilles hommes de 20 ans. Ça, c'est vieux. Mais, fait que c'est ça. Puis là, t'as, mettons, le gars qui lui, c'est l'athlétisme. Ouais, il a fait de l'athlétisme un bout de temps. Ma fille, elle faisait du hip-hop de compétition. Wow, OK. Ouais, elle était dans une troupe de hip-hop de compétition. Wow. Ouais, fait que ça aussi, c'était quelque chose. Là, tu allais dans des compétitions, là, puis là, tu sais, parce que c'est tes enfants. Oui. Ils étaient vraiment très bons. Là. Ça, vraiment, ils ont gagné des prix. Mais tu allais à des compétitions. On allait à une compétition à Toronto. Là. Écoute, il y avait des troupes là, qui n'étaient pas dans la même catégorie qu'eux autres, là, mais t'étais là, mon Dieu Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton. Puis là, je dis, OK, ma fille, quand elle va être rendue, c'est ça. C'est vraiment. C'est très. C'est incroyable, vraiment. C'était impressionnant, là, les danseurs qu'il y avait là. Puis très impressionné par. Parce que. Moi, j'étais pas au quotidien. J'allais pas voir, mettons, toutes les compétitions. J'allais pas voir parce que des fois, j'étais en. Une compétition, c'est un week-end. Et qu'est-ce que je fais le week-end? Je fais des spectacles. Exact. Je peux pas voir. Fait que des fois, j'étais pendant un bout de temps. Puis même mon fils en athlétisme, j'étais un bout de temps où je les voyais pas performer. Puis là, à un moment donné, je pouvais. Fait que j'y allais. Puis je faisais. C'était toujours comme une claque d'en face. Ouais, de voir l'amélioration. Écoute, je faisais comme, mon Dieu Seigneur, ils sont écœurants. Puis là, ma fille, elle revenait, elle disait, ah non, là, ça n'a pas bien été. Ça n'a pas bien été. Veux-tu essayer de le faire, moi, le mouvement? On va pas casser en deux. Voyons donc, tu sais, je sais que pour eux autres, c'est comme moi quand je fais comme, ah non, je suis à soir, c'est ordinaire. Puis tout le monde fait, ah non, on n'a jamais ri de même. Ouais, peut-être non. Je parle de moi dans ma démarche, là, tu sais. Je me sentais à côté de. On dirait que mon aura me regarde de jouer, tu sais. Oui, ça, c'est la pire affaire, là. Le moment où tu sens que tu te regardes jouer puis que t'es comme, ça va pas. Ah, t'es pas bon. Mais justement, je me demande, il y a des. Tu sais, les athlètes, ça doit être ça à peu près aussi, là, des fois de performer, puis là. Je me demande s'ils ont justement se regarder à côté puis être comme, en ce moment, tu cours pas assez vite. Je me rappelle plus qui avait dit ça. Je mettrai pas de nom parce que. Mais c'était un coureur qui avait dit, quand des fois, là, tu sais que t'as une overcourse quand tu te cours après. Quand tu cours après toi. Ouais. T'as l'impression que t'essaies de te rattraper. Il dit, dans ce temps-là, t'es pas dans ta course, t'es pas dans ta tête, parce que là, tu fais, voyons, il me semble que. Tu sais, fait que il appelle ça courir après soi, là. OK. Ouais, fait que. Mais je pense qu'en spectacle, c'est la même affaire. Oui, les soirs où
suis pas naturel physiquement ou que je regarde pas naturellement le public, là, puis que je faisais puis là, Martin me parle, puis là, maintenant, je me rends compte que je le regarde pas pendant qu'il me parle. Puis il est là, puis je suis là, genre, là, je suis vraiment à côté de mes pompes, là. Des fois, ça prend tu sais, des fois, je me dis... Des fois, je m'enfarge. Parce que, tu sais, mettons, je suis pas dedans. Puis à un moment donné, je vais comme bafouiller mon gag. Puis là, ça déclenche une improvisation. Puis Martin qui rit de moi. Puis qui récupère. Puis tout. Puis là, ça fait comme me ressaisir. Puis là, je fais c'est une chance d'arriver, ça. Ouais. Parce que ça m'a tout replacé la colonne, tu sais. Oui. Tu sais, tu fais comme, OK, ben cet événement-là dans le show a fait comme, OK, là, je suis comme revenu. Là. Mais ça, encore une fois, j'ai l'impression que ça doit être une des grosses chances d'être en duo. Mais je pense des fois en solo aussi, avec un public qui parle, ou quand tu t'enfarges, puis là, t'improvises comme pour récupérer le moment où t'as fait je l'ai un peu échappé, ce gag-là. Ben, ça, je pense que c'est si l'improvisation marche. Ouais. Mais tu juste dire des fois dans un public, de faire un gag, ça arrive pas, pour faire comme, je pense que je l'ai échappé, celle-là. Ouais. Tu sais, moi, ça arrive des fois que je vais bafouiller un gag, puis pour m'en sortir, on va dire, non, je vais vous la faire pareil. C'est un excellent gag. Puis je pouvais pas partir d'ici sans voir juste. Puis là, le monde rit, puis automatiquement, je la fais. Ça rit pas, ils connaissent le punch, je viens de le bafouiller d'en face. Mais au moins, t'as fait l'affaire d'avant qui t'a fait rire. Ça comme, ça dédrape. Mais tu sais, parce que je pense que c'est ce qui arrive quand on commence dans le métier, c'est on a peur du blanc, on a peur de s'accrocher, on a peur du silence. Ouais. Fait mais avec le temps, je pense qu'on apprend à jouer avec ça. C'est l'expérience qui fait qu'à un moment donné, on joue avec. Puis, tu meurs pas d'un blanc. Là. Non, c'est ça. Mais le silence, j'ai réalisé en stand-up et aussi en podcast. Ouais. Puis ça, j'essaye de le travailler en maudit. Tu sais, les réactions, les ouais, OK. Ah ouais. Non. Ouais. Puis des fois, j'en fais, puis maintenant, justement, je réécoute les extraits après, puis je me cogne sa tête d'être comme Chris, écoute. Écoute-les, là. Mais tu sais, dans le sens que il y a de l'écoute, mais tu sais, des fois, on dirait, je sais pas si tu le sens des fois, on dirait pour sentir que tu écoutes activement, tu fais justement ces petits. Okay. Pour que l'autre sente que tu l'écoutes vraiment. Exact. Là. Ouais. Exact. C'est comme si tu le fais, mais c'est comme, oui, mais tu le fais, t'es pas obligé de prouver que tu le fais en plus. Ouais, je comprends. Mais, ouais, ça reste des tics, là, je veux dire. Mais... Puis genre, aussi des tics, puis c'est ça, une espèce de peur du moment de flottement. C'est sûr que si à chaque fois que la personne a fini sa réponse, puis il y a toujours comme un 5-10 secondes avant que l'autre reparte, tu fais OK, là, je pense qu'il écoutait pas, je viens de sortir de la lune. Là. Ouais, c'est ça. Quand l'autre il vient de wake up, j'ai fini. Tu peux enchaîner, j'ai fini. On peut passer à la prochaine question. OK, d'accord. Mais, écoute, je sais pas, on est rendu à... Oh, bon. Il s'est étouffé, il est parti. 1h25. T'es pas le seul. Je suis pas le seul qui s'est étouffé dans ce podcast-là. Je suis content. Ça va être à moi bientôt. J'ai hâte. J'ai hâte à mon moment. 1h25. Ben écoute, Dominique. Ben oui. Beaucoup d'être ça fait plaisir, Guillaume. C'était vraiment cool. Dominique Sillon, voilà. Ben oui, si vous l'aviez pas encore parce que les gens connaissent pas vraiment mon nom de famille. Ah ouais? Ben non, il y en a beaucoup qui le connaissent pas. Pour de vrai? Pourtant, j'ai l'impression que comme même si oui, c'est Dominique et Martin, on l'entend quand même. Dans le milieu, oui, parce que tu sais, je travaille beaucoup sur d'autres projets que je suis pas en duo. Fait que c'est ça, mais dans le public, je pense qu'il y en a qui ne savent pas mon nom de famille. Okay. Puis souvent, ce qui est drôle, c'est, mettons, je sais pas, j'appelle pour, mettons, un plombier ou un électricien, là, mettons, puis qu'il arrive à me... Puis là, je dis, c'est à quel nom? Ben, Dominique Sillon, puis OK, puis là, quand il arrive, ah oui, OK. Dominique! Là, tu te rends compte que le Sillon, il le savait pas, là. Ils ont pas mis le nom de famille sur le prénom zéro, pas une fois. Ils ont zéro associé. Puis même, ils ont dû l'écrire, là. Écoute, ça. Ouais. Ou ils sont peut-être très professionnels au téléphone aussi. Ouais, mais... ouais, peut-être que le gars, en signant son contrat de plomberie, il va pas faire comme... oui, monsieur. Non, mon Dieu. Honnêtement, là, mon nom de famille, non, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui bon, ben, vous l'aurez appris ici. Ouais. Dominique Sillon. Oui, mais vous pouvez aussi me dire salut en Dominique et ton nom de famille, c'est E. Martin. Et voilà, oui, c'est E. Martin. Écoute, Dominique, si on veut suivre tes projets ou les shows avec Dominique et Martin... Ben, nous autres, on est présentement en rodage. Ben là, je sais pas quand est-ce que ce podcast-là va passer. Devrait être mars-avril. OK, ben on est en rodage avec notre 6e spectacle et pour une sortie officielle le printemps-automne avec ça. Sinon, Comédia, on devrait faire Comédia cet été encore une fois. Puis sinon, dominiquemartin.com pour toutes les nouvelles.
Parfait. Pour même acheter des billets pour le 6e spectacle. Excellent. Yes, sir. T'es en rodage, mais je fais comme, c'est déjà bon. C'est déjà bon en rodage. Ça, c'est de la bonne vente. Ça, c'est de la bonne vente de faire comme pas encore sorti. Mais ça, excellent. J'ai jamais été bon. Tu sais, des fois, ils disent, OK, tu fais une entrevue, puis ils disent, OK, ben, on va vous donner 30 secondes, vendez votre show. Je pense que vous allez rire, mais je pense, je suis pas sûr. Ça dépend. Si t'aimes mon humour, oui. Mais si t'aimes pas ça, il y a des grosses chances que non. Mais si tu veux me découvrir, tu vas peut-être rire. Mais, en tout cas, venez donc. T'as passé ton 30 secondes à un peu t'excuser au public. Je suis pas bon là-dedans. J'aime mieux... Je pense qu'on est jamais très bon là-dedans, à se vendre soi-même. C'est ça, j'aime mieux dire, ben venez, puis je pense que vous allez aimer ça. Ben ouais, exact. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup. Ben merci à toi. Puis bonne journée à la maison. Oui. J'ai toujours pas trouvé comment finir les podcasts pour de vrai, genre ça fait comme... Finis plus jamais de même. J'ai fini plus jamais de même, mais toujours pas trouvé. On va brainstormer. On va brainstormer une fin. C'est ça, ben bonne journée tout le monde. Il fait dire Guillaume, dire bonne journée. Bonne journée. Ouais.